Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, édition spéciale tournée ici à Patrimonia. Smart Patrimoine, évidemment, l'émission qui accompagne les professionnels du secteur de la gestion de patrimoine dans le décryptage des actualités et des tendances du secteur de la gestion de patrimoine. Vous pouvez nous retrouver sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change, en replay sur bismart.fr et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Alors au sommaire de cette édition, pour cette édition spéciale, on aura tout d'abord le plaisir de recevoir dans un instant Olivier Farouz, le président du groupe Premium, avec qui nous ferons un point sur justement ce marché du secteur de la gestion de patrimoine, les fonds de private equity qui arrivent sur le marché, la concentration du secteur, mais aussi les actualités du groupe Premium. Nous en parlerons donc en première partie d'émission. Et puis ensuite, nous enchaînerons avec une discussion avec Delphine Mans, cette fois-ci, directrice réseau CGP courtier et gestion privée chez BNP Paribas Cardiff, avec qui nous reviendrons notamment sur le baromètre annuel édité par BNP Paribas Cardiff en partenariat avec Kantar, qui prend le pouls justement de ce marché, de ce secteur de la gestion de patrimoine. On se retrouve tout de suite. Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir d'être sur le plateau de Bismart for Change ici à Patrimonia en compagnie d'Olivier Farouz. Bonjour Olivier Farouz. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le président du groupe Premium. Première question, merci d'être avec nous. Première question qu'on a envie de vous poser ici à Patrimonia, qu'on tourne donc du coup, où on tourne cette émission en septembre 2025. Comment se passe l'année 2025 pour le groupe Premium, Olivier Farouz? Écoutez, l'année 2025 manifestement sera un grand cru parce que on a sur les 12 derniers mois une augmentation de nos encours sous gestion qui est absolument phénoménale. On a précisément 55% d'augmentation donc on est passé de 11,7 milliards à 18,7 milliards en un an. D'accord. Donc c'est une augmentation qui est très importante. On a également une collecte. Nous avons réalisé en 2024 3 milliards 750 millions d'euros de collecte. On est parti pour faire en 2025 également une collecte exceptionnelle. Et ce qu'il faut souligner, et ça c'est extrêmement important, c'est que cette croissance à 87% précisément est organique. D'accord, donc c'est l'acquisition de nouveaux clients. C'est exactement, c'est soit l'acquisition de nouveaux clients, soit de nouveaux clients aussi qui font beaucoup de reversements. D'accord. Donc okay. c'est évidemment pas seulement sur les mêmes produits, mais sur d'autres typologies de produits. Donc il y a ça, c'est un point extrêmement fort. Et alors comment est-ce que vous expliquez les chiffres que vous venez de nous donner sur cette croissance sur les 12 mois, Olivier Farouz? Je crois qu'il y a une proximité très forte avec nos clients. On est assez exigeant sur le fait qu'il y ait des visites régulières auprès de nos différents clients. Alors il faut rappeler quand même que Groupe Premium, c'est le seul acteur aujourd'hui en gestion de patrimoine en France qui a absolument tous les segments de clientèle, puisqu'on va du mass affluent avec une moyenne de versement qui est autour de 40 000 euros. On fait également la clientèle CGP classique avec une moyenne de versement de 300-400 000 euros. D'accord. Et on va jusqu'à la gestion, la vraie gestion de fortune, avec nos family office qui ont une moyenne de versement à 40 millions d'euros. Donc vous voyez, avec évidemment des entités différentes, bien sûr, puisque Mass Affluence et Predictis Cap Finance, l'ensemble des CGP du groupe Premium, plus derrière les family office, Léon Capital et Agami. Donc là, on est quand même sur des segments très différents. Et le maître mot, c'est pour chacun de ces segments, la proximité, ce qui vient expliquer que du coup, on arrive à engager toujours plus ces clients. Le maître mot, c'est l'accompagnement. Que ce soit l'accompagnement de nos collaborateurs, mais également l'accompagnement de nos clients. Et cet accompagnement permanent, cette bienveillance dont on fait preuve, dont on essaye de faire preuve à l'égard de tout le monde, bien sûr. Finalement, c'est extrêmement payant. Le fait évidemment d'être proche de ses clients, ça, dans les bons comme dans les mauvais moments, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Ça fait le lien avec les sujets un peu et les actualités du moment. On sent quand même, sans revenir sur toutes les actualités financières ou budgétaires, mais on sent quand même une incertitude, peut-être un manque potentiellement de vision aussi sur les investissements futurs à réaliser quand on est épargnant et qu'on doit choisir dans l'environnement actuel. Ça nécessite
d'accompagner encore plus peut-être ses clients? Oui, puis ça nécessite, enfin vous savez, nous on n'a pas eu besoin de beaucoup s'adapter dans le sens où depuis 28 ans qu'existe le groupe Premium, on a toujours été très adepte d'une gestion plutôt père de famille avec les mauvaises années de très bonnes performances et les très bonnes années de moins bonnes performances. Donc on essaie D'accord, de lisser oui. dans le temps. Mais donc c'est quelque chose qui est plutôt dans notre ADN que d'être prudent et de pratiquer cette gestion père de famille. Donc c'est pas une nouveauté chez nous et ça n'a pas demandé une grosse capacité d'adaptation. Un mot de l'actualité du secteur de la gestion de patrimoine, Olivier Farouz. C'est un secteur qui se concentre de plus en plus. Il ne se passe pas une seule semaine sans qu'on voit de nouvelles acquisitions, de groupes qui se rapprochent. Comment est-ce que le groupe Premium, qui est un des grands acteurs de la place, regarde cette concentration du secteur aujourd'hui? Avec beaucoup d'intérêt. On regarde avec beaucoup d'intérêt. On est nous-mêmes, évidemment, on participe à cette concentration. Pas seulement une concentration, il y a aussi des fonds d'investissement majoritairement qui viennent surtout pour les gros players. Aujourd'hui, il y a 2 process en cours sur 2 des plus gros gestionnaires de patrimoine français. C'est un secret pour personne, mais donc c'est un secteur où il y a encore beaucoup d'appétence. On voit que les valorisations sont relativement élevées. Donc, Bien sûr. Mais c'est justifié dans le sens où il y a quand même beaucoup de récurrence dans ce métier, ce qui est extrêmement rassurant pour les fonds d'investissement. Il est évident qu'à un moment, il y aura aussi une prise de conscience sur la croissance organique qui doit être forte. D'accord. Ça, c'est un des éléments qui, à mon avis, fera la différence à l'avenir. Croissance organique par rapport à Par rapport à la l'acquisition. croissance externe, D'accord, oui. je pense que acheter des boîtes et les concentrer les unes après les autres, Ça suffit pas. c'est pas aussi vertueux que d'avoir une croissance organique. Nous, pour notre part, c'est vrai qu'on est présent, mais on est beaucoup plus regardant sur nos investissements. Comme je vous le disais tout à l'heure, 87% de notre croissance est organique pour 2025. L'année dernière, c'était encore supérieur. Bien sûr. On peut se permettre d'être difficile quand on va faire de la croissance externe. Quand on est à la présidence d'un groupe comme le groupe Premium, on voit effectivement cette concentration, l'arrivée de fonds de private equity effectivement dans le secteur. J'imagine que vous vous posez aussi un petit peu la question de ce à quoi ressemblera le secteur dans les prochaines années. Comment est-ce que le groupe Premium se prépare justement à un secteur de plus en plus concentré avec peut-être moins d'acteurs mais beaucoup plus gros? Oui, alors je resterai mesuré par rapport à tout ça. Vous savez, on est qu'au début en fait de la concentration. Si on regarde le nombre d'opérations qui ont été réalisées depuis 5 ou 6 ans, c'est quand même très minime par rapport au nombre d'acteurs qu'il y a en France. Donc il y a encore énormément, et la très grande majorité des acteurs de la gestion de patrimoine qui sont totalement indépendants et qui ne sont affiliés à personne. Il y a évidemment de la place pour tout le monde avec des concepts des projets qui sont radicalement différents les uns des autres. Oui, bien sûr. Il y en a où c'est des intégrations totales dans des groupes très respectables. Enfin, je veux dire, c'est pas notre culture ni notre stratégie. Mais donc c'est une intégration totale. Nous, on a décidé de s'allier à des chefs d'entreprise qui restent maîtres à bord et qui s'associent avec nous en mettant des outils en commun. Ce qui est une stratégie vraiment différenciante par rapport au marché. Il y a encore beaucoup de place et encore une fois, l'appétence est très forte. Les fonds d'investissement sont désireux de conserver un pied dans la gestion de patrimoine et pour ceux qui ne le sont pas encore, ils s'intéressent et on voit les dossiers sont regardés près par les fonds qui n'ont pas encore investi dans le FIG en France. Donc il y a encore, je suppose, de beaux jours devant nous en termes de private equity sur le secteur de la gestion de patrimoine en France. On est ici, Olivier Farouz, à Patrimonial, édition 2025, en septembre 2025. Quel est le message du groupe Premium à destination du secteur, des conseillers en gestion de patrimoine par exemple? Écoutez, nous on a une actualité puisque nous, le pôle CGP, CGP, alors je ne parle pas de mass affluent, je ne parle pas de la gestion de fortune, mais le pôle CGP qui se situe entre les deux, Bien sûr. qui représente environ 39% de nos encours sous gestion aujourd'hui. Il y a de grandes nouvelles puisqu'on a aujourd'hui intégré une plateforme digitale pour l'ensemble de ces CGP qui appartiennent au groupe Premium. D'accord. À Donc, destination de ces CGP? Oui, uniquement de D'accord. ces CGP.
Donc on va évidemment en faire bénéficier ceux qui nous rejoindront à l'avenir. Donc c'est évidemment l'actualité pour nous. Une plateforme digitale, pourquoi? Pour les aider au quotidien dans leur, Oui, bien dans sûr. leur, dans, Bien dans sûr, leur- c'est essentiel dans leur aujourd'hui. activité. Vous savez, nous on est habitués, au départ, l'activité qu'on avait développée était une activité mass affluent. Aujourd'hui, cette activité mass affluent, que ce soit avec Cap Finance, Predictis, c'est plus de 10 000 souscriptions par mois. D'accord. Ouais. On ne peut pas gérer 10 000 souscriptions par mois sans avoir une digitalisation optimum. Il n'y a aucune raison que le mass affluent soit concerné et pas les CGP. C'est un gain de temps phénoménal. Il y a énormément d'enjeux également avec l'IA demain. Bien sûr. Oui. Donc oui, on se devait d'être pour nos CGP également très axé digital. Donc c'est ça le message aujourd'hui Oui, à bien sûr. Patrimonia, c'est Ouais. on s'axe digital et on regarde ce qui se passe du côté de l'intelligence artificielle quand même, j'imagine, Bien sûr, bien avec sûr. un peu de prospective. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui va le devenir qu'il est déjà aujourd'hui, mais qui va devenir de plus en plus. Et je crois qu'on ne mesure pas les impacts que ça peut avoir dans notre métier. Alors, vous savez, c'est très intéressant ça, parce que moi je dis souvent, je dis tout le temps même, que nous n'avons pas un produit qui s'achète. Oui, Nous avons un produit qui se vend. Contrairement à une paire de baskets Nike, un iPhone, Bien un sûr, écran, on ne se lève pas le matin en ayant envie d'acheter un PER, un contrat d'assurance vie ou un. Bon. pas Mais- tous les matins en tout cas. Ouais. mais jamais, jamais. On ne se lève jamais le matin et on a envie de le faire. Donc il faut quelqu'un qui accompagne Bien sûr. ce processus d'achat qui est indispensable parce qu'il faut préparer sa retraite, il faut gérer son patrimoine. Voilà. Et je crois que cet accompagnement va mesurer l'importance de l'IA, c'est-à-dire qu'il va relativiser l'importance de l'IA, mais D'accord. l'IA aura une place extrêmement importante à jouer dans les années à venir, différemment des autres secteurs. Donc un conseiller en gestion de patrimoine ne devrait pas avoir peur de l'IA, c'est plutôt Au une contraire, opportunité. il faut que ça devienne un outil. Il faut que ça devienne un outil. Faut que ça devienne un outil. Et ben on finira là-dessus. Olivier Farouz, merci beaucoup Merci de nous avoir infiniment. accompagnés ici Merci beaucoup à sur le vous. plateau de Smart Patrimoine à Patrimonia. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Premium et quant à nous on se retrouve dans un instant. On se retrouve sur le plateau de Bismart for Change avec cette édition spéciale donc Smart Patrimoine ici à Patrimonia. On a le plaisir d'être en plateau à présent avec Avidan Geisman. Bonjour Avidan Geisman. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes Managing Director Relations Investisseurs Private Wealth chez Apax by 72. Je vous propose qu'on s'arrête un tout petit peu au début sur ce nom Apax by 72. 72, c'est le nouveau nom de Apax Partner qui a changé de nom il y a 2 ans. Mais alors Apax by 72, c'est un label. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors déjà, vous êtes très bien renseigné. En effet, 72 a changé, enfin Apax Partners a changé de nom pour 72. 72, c'est la date de création d'Apax Partners en fait, D'accord. 1972. C'est aussi une formule mathématique bien connue des mathématiques financières. C'est en 10 ans, si on fait 7% par an, on double son capital. D'accord. 72. Et c'est une Euh, promesse du coup chez 72 ou... Comment ? C'est une promesse également chez 72 ? Oh, on fait bien mieux que ça. Donc du coup, Apax by 72, ce label qui est dédié à nos investisseurs privés, au private wealth comme on appelle ça chez nous. D'accord. En fait, l'idée c'était de garder la marque Apax qui est connue et reconnue de tous, parce que absolument rien n'a changé par rapport à Apax Partners, c'est juste le nom qui a changé. Et en fait, maintenant, c'est vraiment une offre, une équipe et des outils, des reporting, du marketing qui est dédié à nos partenaires, CGP, banques privées, investisseurs privés, D'accord. qui souhaitent investir dans nos stratégies chez Pour les accompagner eux-mêmes dans leur accompagnement en Absolument. matière d'investissement en private equity. Absolument. Donc du coup, on a une offre qui est dédiée au sein d'Apax by 72. D'accord. On a une équipe de 4 personnes qui sont au service de nos interlocuteurs, donc des CGP, des banques privées et parfois même des clients en direct. D'accord. Et enfin, nous avons ces fameux outils. Donc on a simplifié, amélioré des outils qui sont faits pour cette typologie de clientèle avec des reporting dédiés, des événements dédiés, etc. etc. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller vers cette clientèle et, entre guillemets,
rentrer dans la vague de cette démocratisation de la classe d'actifs qu'on fait depuis déjà un long moment chez Apax et maintenant chez 7-2. C'est justement une des questions que je voulais vous poser avant de vous demander un petit peu quelles sont vos convictions sur le marché, comment vous l'analysez. C'est comment est-ce que vous vivez cette vague de démocratisation de private equity depuis quelques années à présent, cette volonté des investisseurs d'y aller, cette volonté des CGP d'en distribuer et les attentes qu'il peut y avoir aussi en matière de performance sur le private equity? Bien sûr, déjà nous on est un des pionniers sur cette démocratisation. Je parle vraiment du private equity qui était historiquement institutionnel. On ne va pas parler des FIP et des FCPI, vraiment ce qu'on appelait les FPCI, donc oui, les fonds sûr. professionnels qu'on est en train de démocratiser en baissant les tickets d'entrée finalement et en automatisant plein de choses pour pouvoir accepter des plus petits tickets. Ça, chez nous, on le fait déjà depuis plus de 15 ans en réalité. D'accord. D'ailleurs, la gamme des fonds qu'on faisait chez nous s'appelait Friends and Family. D'accord. Et Ouais. comme son nom l'indique, on faisait rentrer des tickets plus bas à des amis ou voilà, à des proches pour qu'ils puissent être à nos côtés investisseurs, puisque nous-mêmes, nous sommes investisseurs dans nos propres fonds. Bien sûr. Ça, c'est la première chose. Comment on voit cette démocratisation? D'un très bon œil, en fait. Historiquement, les tickets étaient élevés, la réglementation empêchait des investisseurs privés de rentrer dans cette classe d'actifs qui était peut-être différente des autres classes d'actifs. Elle n'est pas plus compliquée, elle est juste différente. Et, Mais elle était moins connue. moins connue, mais Moins le de fait de pédagogie sur le l'appréhender, sujet, ouais. c'est souvent un peu plus compliqué parce que voilà, c'est des nouveaux termes, des nouvelles façons d'investir. Et donc, nous, on a vraiment mis les deux pieds dedans en créant, alors historiquement avec nos fameux Friends and Family, Bien sûr. c'était des feeders. Et puis, depuis 5 ans, avec le FCPR, APO, on en parlera probablement après, où là, on peut rentrer à partir de quelques milliers d'euros en assurance vie française. D'accord. Nous, notre conviction, c'était de dénaturer le moins possible la classe d'actifs, malgré le fait qu'on baisse ses tickets d'investissement. Et comment on a fait ça? On n'a pas fait de fonds, on n'a pas fait de multi-stratégie, on reste vraiment droit dans nos bottes sur nos stratégies, et on fait ça avec des fonds de co-investissement en direct dans les Donc vous investissez, enfin 7-2 investit et les Et les clients de Apax by 7-2 investissent également. C'est également aux côtés D'accord. des clients institutionnels. ça? Un Absolument. mot encore sur cette démocratisation. Démocratiser au grand public ou en tout cas aux épargnants l'accès au private equity, ça implique aussi un partenariat avec les distributeurs, les conseillers en gestion de patrimoine qui eux-mêmes doivent, développer des convictions sur le secteur et 2, être capables d'accompagner leurs clients. Est-ce que c'est un défi pour 7-2 ça aussi? Absolument. Et c'est pour ça qu'on a créé une académie, une Apax Academy, où on va vers nos distributeurs, nos partenaires et les futurs partenaires pour leur expliquer la classe d'actifs dans son ensemble. On ne parle pas forcément que du LBO. Bien sûr. Nous, 7-2, on est spécialisé dans le LBO majoritaire, on en reparlera juste après. On parle de toute la classe d'actifs parce que c'est une très très grande classe d'actifs avec beaucoup de possibilités en termes d'investissement pour que nos investisseurs, nos distributeurs puissent bien appréhender la classe d'actifs, la comprendre. Parce que je comprends tout à fait un distributeur qui me dit, moi quand je ne comprends pas, je n'investis pas, et heureusement oui, d'ailleurs. Bien sûr. Oui. Et nous, on est là pour les accompagner sur cette compréhension de cette classe d'actifs pour ensuite pouvoir avoir les armes pour pouvoir expliquer à leurs clients que ça a toute son importance de diversifier encore plus leur allocation avec une nouvelle classe d'actifs. Avidan, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet à présent. 2 questions en une. 1, quelle vision du marché à l'heure actuelle du private equity? Et 2, qu'est-ce qu'on propose chez 7-2 pour accompagner les CGP dans le contexte de marché actuel qu'on pourrait décrire comme incertain, difficile ou changeant? Enfin après ça dépend effectivement des convictions de l'un et l'autre, mais analyse du marché et conviction de 7-2 pour accompagner les CGP. Alors, le private equity a connu 10 années exceptionnelles entre 2010 et 2020. Je pense que c'est à peu près le cas de toutes les classes d'actifs, avec quelques petites perturbations dans le début des années 2010 avec la crise de l'euro, quelques perturbations vers la fin avec le Covid. Mais grosso modo, on a connu des années assez fastes et assez exceptionnelles. Le pic était en 2021. Puis on a connu 2 années compliquées, mais comme toutes les autres classes d'actifs. Bien sûr. Pourquoi? Resserrement des politiques monétaires, augmentation des taux, moins de transactions sur les marchés. Nous, quand il y a moins de transactions en M&A, forcément, ça nous implique qu'il y a moins de deals Bien à sûr. pouvoir faire. Ouais. Et donc, on a connu des années plus compliquées avec moins de transactions. Ça, c'est le marché dans sa globalité. Les fonds large cap ont énormément subi ce contexte-là, parce que les fonds large cap font des opérations qui sont énormissimes. Oui. Parfois plus grosses que sur les marchés financiers Donc cotés. il y avait moins de fonds, donc c'était plus compliqué. Exactement. Donc ils avaient beaucoup levé d'argent
mais ils avaient du mal à le déployer. D'accord. Nous, on est sur un autre segment de marché qui est le small et le mid-market européen. Donc, on a connu une année avec un tout petit peu moins de transactions, mais on a quand même, sur 2022-2023, eu une petite pause en termes de transactions. D'accord. Mais heureusement, 2024 est arrivé, il y a eu un assouplissement de la politique monétaire. Et tout de suite, c'est reparti. Et tout de suite, c'est reparti. D'accord. Pour donner un exemple, en 2024, on a fait 5 acquisitions dans l'année. On a fait 3 sessions. On a distribué 500 millions d'euros à nos investisseurs. Donc finalement, c'était une année qui était beaucoup plus dynamique en fait que les 2 années d'avant. D'accord, donc il y a eu quoi, une sorte de rattrapage un peu, si je comprends bien. Exactement, une sorte de rattrapage. Le private equity, c'est une classe d'actifs, il faut être patient. Il y a des bons millésimes, il y a des moins bons millésimes. Et les années sont très importantes en fait pour nous. Il peut y avoir une année avec une politique monétaire qui est resserrée, des taux qui montent. Nous, on fait du LBO, donc on met du levier en fait dans nos opérations. Donc parfois, ça ne vaut peut-être pas le coup tout de suite d'investir et d'attendre un petit peu. Et inversement, il y a des années où il y a des excellents points d'entrée. Et là, on va investir un peu plus. Il y aura plus d'opportunités également. Et il faut savoir que sur le marché du LBO européen, en moyenne, il y a 150 transactions qui se font par an. Nous, on en fait 1 à 3. Donc on a le plaisir de pouvoir être extrêmement sélectif dans ces opérations-là. 2025 s'annonce très bien. Le premier semestre, pas de baisse de taux. On reste sur une dynamique qui est plutôt positive. On voit que les prix se sont légèrement érodés, ce qu'on appelle les multiples d'EBITDA, c'est les prix à l'entrée. Donc se sont légèrement érodés et du coup ça nous donne des opportunités à nouveau pour investir. Donc on est ravis d'avoir annoncé en début d'année un investissement dans notre fonds Small. D'accord. Et là, il y a quelques jours, on a annoncé un autre investissement en Allemagne dans notre fonds Mid Market. Donc si je suis CGP et que je nous écoute ici et que j'ai envie d'investir via une solution 7-2, je peux investir via un fonds en small caps, via un fonds en mid cap. Il y a d'autres solutions qui existent également ? Alors oui, il y a d'autres solutions, mais déjà pour reprendre ce que tu viens de dire, il y a un fonds small cap qui est en cours de levée actuellement. Le fonds Mid Market n'est pas en levée. D'accord. Donc en fait, il y a des fenêtres en réalité pour investir. Donc aujourd'hui, on a un fonds small cap en levée qui est en toute fin de levée. D'accord. Le prochain, ce sera le fonds mid. D'accord. Juste pour donner une idée, le fonds small, c'est le 6e millésime qui s'appelle Développement Fund 2. Et le fonds mid market, ce sera le 11e millésime. On est un acteur historique du marché qui sera probablement disponible l'année prochaine ou l'année suivante. Mais on a un fonds, en fait, qui est accessible à partir de quelques milliers d'euros en assurance vie française. Et là, il est beaucoup plus diversifié parce que là, on a accès et au deal du mid-cap et au deal du small-cap. C'est un FCPR, le FCPR APO. Et là, vous avez un accès d'investissement en co-investissement dans les 2 stratégies institutionnelles, donc avec une plus grande diversification finalement en termes de sous-jacents. Aujourd'hui, on accompagne 29 sociétés dans nos 2 portefeuilles. Dans APO, il y a 28 sociétés. Dernière question, Avidan Geisman. La valeur demain, elle viendra d'où ? Est-ce qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on ne voit pas des investissements colossaux ou des valorisations colossales dès qu'on parle d'intelligence artificielle ? C'est la boussole aujourd'hui quand on fait ces investissements, ou la valeur elle peut venir d'ailleurs aussi ? Alors c'est une très très bonne question et merci de la poser. Historiquement, le private equity, il y a 3 moteurs de performance. Il y a le levier financier avec le LBO. Il y a la valorisation à l'entrée et la valorisation à la sortie. Et avec la progression de cette valorisation, ce qu'on appelle les multiples, progression des multiples. Et vous avez également la croissance des résultats de cette société. Croissance organique, croissance externe, amélioration opérationnelle, etc., etc. Bien sûr. Historiquement, beaucoup de valeurs venaient de la croissance des multiples. C'est-à-dire j'achète à 6 fois les l'EBITDA, je revends à 15 fois les l'EBITDA, forcément je revends beaucoup plus cher et je fais une énorme plus-value. Aujourd'hui, il y a eu un réel shift, en fait, un changement de paradigme depuis la crise, depuis le Covid, pour faire simple, puisque les prix sont très élevés dans le private equity aujourd'hui. Donc pour trouver des opérations avec des prix bas, c'est plus compliqué. En moyenne, le marché actuel, il y a un indice qui s'appelle l'indice Argos, il est à 9,5 fois la mise à peu près. 9,5 fois de multiple d'EBITDA. D'accord. Donc ça, c'est le prix actuel. Vendre plus cher, ça veut dire vendre très cher. Donc aujourd'hui, on va beaucoup axer sur la croissance des résultats. Et comment on fait ça ? L'intelligence artificielle peut nous aider, pas que. Mais l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est un sujet majeur pour les fonds d'investissement. Et nous, on l'a pris vraiment à cœur, puisqu'on a recruté récemment, nous a rejoint récemment
l'ancien directeur de l'Institut de recherche et développement du BCG sur l'intelligence artificielle, donc un ponte du sujet, qui vient aider nos entreprises dans lesquelles on est investisseur et les accompagner sur le déploiement d'IA générative, d'intelligence artificielle, de digitalisation, de transformation digitale des sociétés. Mais il n'y a pas que ça, il y a la croissance organique, la croissance externe, travailler sur la tarification, rentrer sur des modèles SaaS avec abonnement pour avoir de la récurrence. Tout ça, c'est de l'amélioration opérationnelle. Et on travaille là-dessus tous les jours pour faire de la croissance organique et de la croissance externe. Merci beaucoup à Avidan Geisman de nous avoir accompagnés ici dans Smart Patrimoine à Patrimonia. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change. Et nous enchaînons avec la deuxième partie donc, de ce Smart Patrimoine édition spéciale tournée ici à Patrimonia. Nous avons à présent le plaisir d'accueillir sur le plateau Delphine Mans. Bonjour Delphine Mans. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice réseau CGP, courtier et gestion privée chez BNP Paribas Cardiff. Et on va évoquer ensemble notamment, pas que, mais le baromètre annuel que vous réalisez, donc le baromètre du marché des CGP que BNP Paribas Cardiff réalise chaque année depuis 2006 avec Kantar. Mais peut-être un petit mot avant pour commencer. Est-ce que vous pouvez rappeler à ceux qui nous écoutent ce que fait BNP Paribas Cardiff et plus précisément votre activité? Oui, bien sûr. Donc en quelques mots, BNP Paribas Cardiff est donc la filiale assurance du groupe BNP Paribas et nous travaillons depuis 40 ans avec l'ensemble des conseillers, des professionnels de la gestion de patrimoine. Donc ce sont les CGP, les family office, les sociétés de gestion pour leur activité de gestion privée, les plateformes. Nous travaillons avec des petits partenaires et des plus grandes plateformes. C'est vraiment notre enjeu chez Cardiff. On les accompagne depuis plus de 40 ans et c'est ce qu'on souhaite continuer à faire aujourd'hui. D'un point de vue gamme peut-être aussi, on les accompagne avec une gamme qui est extrêmement large. C'est aussi, je pense, un de nos atouts et vraiment dans notre ADN. Donc on leur propose à la fois de l'assurance vie française, des contrats de capitalisation, des produits de retraite, de l'assurance vie luxembourgeoise, mais également de l'ADE, de la prévoyance. Donc voilà, donc c'est toute une gamme de produits qui leur permet justement de personnaliser leurs conseils et de répondre à leurs clients avec l'ensemble des produits et des services dont ils ont besoin. Avec, j'imagine, des produits qui évoluent en fonction des contextes de marché ou de la demande ou des besoins qu'ils ont face à leurs clients. Est-ce qu'il y a des innovations, par exemple, en 2025 chez BNP Paribas Cardiff pour ce marché des CGP? Alors oui, bien sûr. Alors en termes de produits, vous avez tout à fait raison. Nous avons continué à faire évoluer nos produits et nous avons depuis 1 an et demi mis l'accent aussi sur notre offre luxembourgeoise que nous avons lancée depuis 1 an et demi avec nos partenaires Cardiff Luxvie. Donc ça fait partie des demandes aussi que nous avons eues des CGP et nous avons pu leur mettre à disposition cette offre. Ça a été un vrai sujet, l'assurance vie luxembourgeoise. C'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler, on l'a beaucoup lu, on l'a beaucoup entendu. L'assurance vie luxembourgeoise, il y avait une demande des CGP de dire on a besoin d'être plus équipé sur le sujet. Je pense qu'il y a une demande et qu'il y a un questionnement peut-être de certains clients. Et à nouveau, ça vient en addition de ce que les partenaires ont déjà aujourd'hui. À nouveau, pour moi, l'alpha et l'oméga de la profession et du conseil client, c'est bien la diversification. Bien sûr. Et aujourd'hui, l'assurance vie luxembourgeoise peut faire partie, je dirais, d'un élément de la diversification d'un point de vue produit vis-à-vis d'un client final. Et c'est ce que font les partenaires CGP. Donc il fallait qu'un acteur comme BNP Paribas Cardiff puisse proposer ce type de produit. C'est donc une innovation de cette année 2025. Il y en a d'autres chez Cardiff? Oui, tout à fait. Alors nous avons un certain nombre d'innovations aussi, j'allais dire d'innovations financières concernant les placements, ce que nous mettons à disposition au sein de notre gamme assurance vie et retraite en France. Donc là, par exemple, nous avons étoffé la gamme en ETF. Ça faisait partie des demandes également de nos clients et de nos partenaires. Donc oui, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de demandes sur le sujet ETF à l'heure actuelle. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans ce baromètre, quand on a posé la question à nos partenaires des fonds qu'ils allaient renforcer dans les placements de leurs clients, les ETF ressortent aussi. C'est, je crois, le 3e placement qu'ils vont renforcer au sein des contrats d'assurance vie des clients. Donc vous avez renforcé votre offre ETF. Exactement, on a complété la gamme, tout simplement. À nouveau, pour moi, l'enjeu d'un assureur, notre rôle, c'est vraiment d'avoir une gamme financière extrêmement dynamique. On a déjà une gamme qui est large, puisqu'on a 1300 supports, plus des titres vifs. Mais chaque année, on s'attache à continuer à renforcer notre gamme avec peut-être des supports que nous n'avions pas. Donc, nous avons par exemple cette année rajouté des fonds infrastructure. Ça faisait partie aussi des demandes que nous avions de nos clients. Nous avons aussi complété la gamme en produits structurés, notamment avec des fonds en capital garanti. Et nous avons aussi complété la gamme sur les fonds liés à la souveraineté européenne. Là aussi, pareil, un sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Et donc effectivement, il fallait étoffer un petit peu l'offre, la gamme pour les CGP. Tout à fait. On sent qu'il y a un véritable besoin d'investir
d'investissement et de financement de la souveraineté européenne, de la défense. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé aussi, bien entendu, tous sûr. collectivement. Et on voit que quand on a demandé de la même façon à nos partenaires CGP quelle typologie de fonds ils allaient renforcer dans les allocations, eh bien les fonds liés à la souveraineté sont ressortis. Et donc nous, bien sûr, nous avons continué à compléter cette gamme avec à nouveau en termes de typologie d'actifs, à la fois des OPC, des ETF et voilà, des fonds de private equity qui sont aussi en train d'arriver. On a parlé d'innovation financière. Est-ce que les innovations s'arrêtent là chez Cardif en 2025? Alors non, nous avons aussi bien entendu des innovations digitales. Les D'accord, CGP, bien sûr. c'est aujourd'hui une profession qui est extrêmement digitalisée, qui a pris le virage il y a déjà de nombreuses années. Et donc nous avons pour eux tout un dispositif, j'allais dire technique, alors qui est très apprécié des partenaires, puisque quand D'accord. on leur demande de nous évaluer, on est à 4,9 sur 5, donc on est proche du 5. D'accord. Néanmoins, ouais. on continue à innover. Et cette année, pour vous donner 2 exemples peut-être, nous mettons à disposition là juste la souscription pour les contrats de capitalisation pour les personnes morales en 100% UC. C'était une de nos demandes des partenaires et ça y est, nous le livrons à l'occasion de ce Patrimonia. D'accord. Contrat Et de capitalisation pour personnes morales. Exactement, D'accord. et le 100% euro arrivera très bientôt. Et une deuxième innovation à laquelle je tiens beaucoup aussi, c'est une plateforme de formation que nous avons appelée C-Learning, que nous D'accord. mettons Plateforme aujourd'hui. digitale du coup. C'est une plateforme 100% digitale que nous allons mettre à disposition de nos partenaires pour leur apporter toute l'expertise et la pédagogie de BNP Paribas Cardiff. C'est vraiment notre D'accord. souhait, leur apporter au-delà des produits, de l'expertise, toute notre connaissance métier. Et donc on va leur parler sur cette plateforme de retraite, de prévoyance, d'assurance vie, de placement financier. Donc voilà, on est en train de compléter petit à petit cette plateforme. Il y a des formations qui sont certifiantes, d'ailleurs, c'est important. C'était ma question parce qu'il y a un gros sujet formation dans le secteur de la gestion de patrimoine. Ce sont des formations certifiantes. Tout à fait, il y a des D'accord. formations non certifiantes et des formations certifiantes. Donc on accompagne aussi nos partenaires dans l'exercice de leur métier. Pour moi, c'est vraiment un élément important. Ce qui différencie aujourd'hui les conseillers en gestion de patrimoine, c'est bien cette capacité à apporter du conseil à leurs clients, Bien à sûr. leur apporter de l'expertise. Et nous, chez BNP Paribas Cardiff, nous avons à cœur de les accompagner là-dessus. Et c'est pour la raison pour laquelle nous avons souhaité investir dans cette plateforme de formation qui, j'espère, leur plaira. À suivre peut-être l'année prochaine, vous nous direz. Donc c'est lancé aujourd'hui Tout à fait. à Patrimonia. Tout à fait. On va parler quand même aussi de ce secteur d'activité, ce secteur des CGP. Je le disais, tous les ans depuis 2006, vous éditez le baromètre du marché des CGP, donc en partenariat avec Kantar. Ça vous permet de voir, de suivre l'évolution, le dynamisme de la profession. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quel regard ce baromètre porte sur la profession et le secteur aujourd'hui? Alors vous avez raison Nicolas, on a un certain recul puisque ça fait plus de 10 ans qu'on fait ce baromètre avec Kantar et nous voyons cette année que nous avons des professionnels de la gestion de patrimoine qui sont extrêmement confiants dans leur profession. À plus de 85%, ils nous disent être confiants pour l'avenir de leur profession. Alors tout d'abord parce qu'ils ont augmenté leur nombre de clients, et donc ça c'est quand même essentiel, Bien 2 sûr. tiers d'entre eux ont augmenté le nombre de clients. Quand la demande est là, quand même globalement, ça rassure. Exactement, et je pense que ces clients arrivent aussi par biais de la recommandation, donc ce sont bien des Bien clients sûr. satisfaits qui apportent de nouveaux clients aujourd'hui à nos partenaires CGP. Ils ont également une clientèle qui se rajeunit, ça c'est intéressant. D'accord. Un CGP sur 2 nous dit avoir depuis l'année dernière des clients de plus en plus jeunes. Ah, c'est intéressant ça. Parce qu'on pourrait imaginer qu'un CGP sur 2 veuille avoir des clients plus jeunes. Non, là, il constate que la clientèle se rajeunit, c'est différent. Exactement, alors quasiment 100%, 90% des CGP nous dit la clientèle des moins de 45 ans est stratégique, mais en effet, 1 sur 2 nous dit depuis l'année dernière, nous avons de plus en plus de clients jeunes en portefeuille. D'accord. Donc je pense qu'ils sont aussi allés accompagner ces clients avec peut-être une offre de service un peu différente. Du digital, on en a parlé, Bien sûr. et une gamme financière aussi adaptée à ces profils. On a parlé d'ETF tout à l'heure, et quand on leur parle de clients un petit peu plus jeunes, les CGP nous disent ces catégories de clients ont besoin de cette typologie d'actifs, et cette catégorie de clients est aussi un petit peu plus, un appétit au risque un D'accord. peu supérieur à leurs clients actuels, et donc ils essayent de s'adapter avec une diversification de la gamme qui leur permet d'y répondre. Un appétit au risque un peu supérieur, pourquoi? Parce qu'ils ont commencé par faire des investissements de manière un peu plus autonome, ils sont allés sur des actifs risqués, et puis maintenant, du coup, ils arrivent avec ce bagage-là quand ils discutent avec leurs conseillers en gestion de patrimoine. Oui, alors les CGP nous disent aussi dans l'étude, vous avez raison, qu'en fait c'est une clientèle qui est un peu plus avertie, ou en tout cas qui se renseigne, et donc D'accord. qui aujourd'hui a une certaine connaissance du produit financier. Donc je pense qu'il y a aussi cette connaissance qu'a cette population des moins de 45 ans, un petit peu plus importante. Néanmoins, et ça c'est important, les CGP nous disent, alors un CGP sur 3, qu'ils ont néanmoins, ces clients un peu plus jeunes, besoin de conseils et de pédagogie. Bien Et sûr. donc je pense que c'est vraiment cette clientèle qu'ils sont capables à un moment de vie où ils s'intéressent à leur transmission,
ils s'intéressent peut-être à une session d'entreprise pour des jeunes entrepreneurs où ils pensent à leur retraite, c'est le moment où ils vont se diriger vers un conseiller en gestion de patrimoine pour justement avoir un D'accord. conseil personnalisé. Et là, les CGP ont réussi, je dirais, à prendre ce virage et à commencer à adapter leurs conseils à cette typologie de clients. Une clientèle qui a accès à beaucoup d'informations, qui la digère, mais qui a quand même besoin d'avoir en face d'elle quelqu'un qui a des convictions de marché potentiellement et dont c'est le métier. J'aimerais revenir aussi peut-être sur ce sujet de la confiance que vous avez mentionné. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu antinomique par rapport au contexte de marché et au contexte économique actuel, où justement on serait plus, on qualifierait quand même plus le contexte actuel d'incertain plutôt que en lien avec la confiance. Et pourtant les CGP sont confiants. Alors tout à fait, alors ils ne sont pas naïfs non plus, c'est-à-dire qu'ils ont bien identifié qu'il y avait des défis dans le contexte actuel. Vous avez entièrement raison Nicolas, et ils nous le disent à 80%. Aujourd'hui le contexte géopolitique crée une sorte d'inquiétude ou de doute pour l'avenir et ils se sentent bien entendu concernés. Néanmoins, ils voient aussi beaucoup d'opportunités et c'est ça qui crée la confiance. Les opportunités, c'est par exemple la loi sur le partage de la valeur Oui, qui les bien laisse sûr. entendre que demain, pour leur clientèle entreprise, ils vont peut-être pouvoir proposer de nouveaux dispositifs de retraite ou d'épargne salariale. Les opportunités, c'est aussi l'IA. Ils le voient comme une opportunité de développer leur activité, de gagner du temps commercial. Et donc, à mon sens, cette confiance, elle est à la fois liée à ses clients, la clientèle qui s'étoffe, ils ont de plus en plus de clients et ils voient des opportunités commerciales dans le développement de nouvelles activités, l'élargissement de leur gamme et D'accord. encore et toujours leur capacité à faire du conseil. Dans un univers incertain en mutation, les clients n'ont jamais eu besoin autant de conseils et c'est quand même la véritable plus-value de cette profession. Et justement, les clients des CGP, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que ça remonte également dans l'étude? Oui, tout à fait. Les clients se disent inquiets. En tout cas, c'est ce que nous D'accord. disent les CGP. Donc les CGP sont confiants, mais les clients sont inquiets. Exactement. Les CGP sont confiants. Néanmoins, les CGP comprennent que leurs clients sont inquiets. D'accord. Pour les CGP, 80%, à 80%, ils nous disent nos clients sont inquiets. Mais en fait, je pense qu'ils sont tout simplement confiants dans leur capacité à leur donner des réponses, dans leur D'accord, capacité à bien les sûr. accompagner et dans leur capacité à nouveau à les accompagner de façon globale. À la fois à apporter du rendement à leurs investissements, c'est important, mais également à leur capacité à sécuriser leur retraite avec des produits sûr. retraite qui leur permettent justement aujourd'hui d'accompagner cette période-là et aussi de les prémunir peut-être contre les aléas de la vie avec notamment des produits de prévoyance. Là, ils sont un CGP sur 3 à nous dire on va renforcer cette gamme-là. Nos clients, professionnels je pense, profession libérale, dirigeants d'entreprise, ont besoin d'être protégés et donc nous allons les accompagner. Dernière question, Delphine Mans. Quel rôle pour BNP Paribas Cardiff dans ce marché que vous venez de nous décrire? Alors déjà notre rôle, notre volonté, c'est d'être Ou quel un rôle acteur, voulez-vous jouer aujourd'hui? Bien sûr, c'est d'être, je pense qu'on l'est et on veut le rester en tout cas, c'est d'être un acteur incontournable de ce marché. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on a mis à disposition de nos partenaires une gamme de produits, une gamme de services. Et le service, c'est vraiment l'objet de toute notre attention, excellente, et qui aujourd'hui satisfait les centres de nos partenaires. On a parlé de la gamme à nouveau, on est positionné avec une gamme de produits. On a parlé d'épargne, de retraite, de prévoyance, d'assurance emprunteur extrêmement large. Parce qu'à nouveau, je pense que l'alpha et l'oméga de cette profession, c'est le client. Et c'est cet accompagnement global du client. Et donc nous souhaitons être là avec nos partenaires, avec l'ensemble de ces produits. Et je dirais notre troisième volonté, c'est cette expertise. Je vous ai parlé au début de notre échange de cette plateforme de formation. Bien sûr. Nous avons aussi des équipes d'ingénierie patrimoniale qu'on a encore renforcées cette année avec 2 personnes pour accompagner nos partenaires dans leurs décisions, dans le cadre notamment d'études patrimoniales. La place qu'on souhaite avoir sur le marché, c'est vraiment ce rôle d'expert. Nous ne proposons pas que des produits, nous sommes vraiment là pour apporter toute l'expertise qu'un acteur comme BNP Paribas Cardiff peut proposer à ses partenaires. Et donc c'est vraiment le rôle qu'on souhaite jouer pour les années à venir. Merci beaucoup Delphine Mans de nous avoir accompagnés ici sur Smart Patrimoine dans cette édition spéciale donc à l'occasion de Patrimonia. Je rappelle que vous êtes directrice réseau CGP courtier et gestion privée chez BNP Paribas Cardiff. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change. Nous avons le plaisir d'être en plateau actuellement avec Yves Mazin. Bonjour Yves Mazin. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la CNCGP, nouveau président de la CNCGP, élu depuis juin dernier. Félicitations. Le 12 juin, oui, tout Le à fait. 12 juin, à l'occasion du Midsommar, l'événement de la CNCGP, l'événement annuel. Première question, on est ici à Patrimonia en septembre 2025, nouvelle présidence pour la CNCGP. Quelle est la feuille de route que vous amenez dans cette nouvelle présidence, Yves Mazin ? Alors la feuille de route, elle s'inscrit dans la continuité de mes prédécesseurs qui ont œuvré pour la reconnaissance de notre métier
Et quand on a échangé avec les présidents passés, on sent que la Chambre elle a énormément grandi, Bien sûr. grossi en taille, que les CGP ont vécu une espèce de rouleau compresseur de régulation Bien sûr. pour améliorer le métier. Et sans parler de temps de pause, on est dans un temps de consolidation. En fait, D'accord. c'est reprendre tout ce qu'on a proposé aux adhérents à travers le kit réglementaire, la formation, et de se dire, regardons si c'est bien compris D'accord. et comment on peut améliorer. Ça, c'est la première étape forte. Ça veut dire, si je comprends bien, vous avez vu beaucoup de changements réglementaires, vous avez dû vous adapter, vous avez dû peut-être parfois transformer votre manière de faire. On fait une pause sur les sujets politiques réglementaires et on fait son métier en intégrant finalement, en digérant toutes ces nouvelles données. Tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la Chambre, c'est 17 élus au niveau national, 17 présidents de région, qui sont tous des professionnels en activité. D'accord. Et en fait, c'est cette force de se dire, oui, mais moi, CGP, dans mon cabinet, ce document d'entrée en relation, à quoi il sert, comment je le mets en œuvre. Donc c'est vraiment notre ADN et c'est notre force. Et là, j'allais dire une pause, la régulation ne va pas s'arrêter. Oui, bien sûr. D'ailleurs, Mais elle ne c'est s'arrête de- pas. Il y a encore des discussions à l'heure actuelle sur un certain nombre de sujets Voilà. qui concernent le secteur. Mais on va s'obliger à reprendre, à analyser, plutôt que d'être toujours dans la course en avant. D'accord. Donc, un retour vers le métier, si je comprends bien, le métier du conseil en gestion de patrimoine. Voilà. En tout cas, un recentrage dans D'accord. les offres à destination de nos adhérents. Ça, c'est le premier élément. Il y a d'autres éléments, j'imagine, dans cette feuille de route. Alors, il y a 1000 idées, mais il y a quelques éléments marquants. On a un autre sujet. Je sais que vous allez voir tout à l'heure Benoît Lombard. Bien sûr. La Chambre s'est fait reconnaître dans le temps par l'inspiration de ces hommes et ces femmes. Et au fil du temps, la Chambre est reconnue dans l'écosystème. Et il s'avère que les élus à la Chambre passent. Vous avez vu déjà plusieurs présidents. Bien sûr. Je passerai. Je viens d'arriver, donc je vais rester un peu. Pas tout de suite, voilà. Mais exactement. Mais le sujet de fond, c'est que quand on s'en va, il ne faut pas que ce qui a été construit comme relation dans l'écosystème s'effondre. Et D'accord. donc, on a créé un conseil aux affaires publiques en recrutant une personne dédiée D'accord. dont le rôle est d'ancrer notre présence, notre reconnaissance dans l'écosystème, tant au niveau des régulateurs que des sphères politiques et d'autres environnements à conquérir. D'accord. Gardez le contact, si je comprends bien. Pérenniser le contact. Pérenniser le contact. Donc, on parle de pause effectivement pour se recentrer sur le métier, mais on n'oublie pas quand même effectivement les relations régulières avec l'écosystème et avec les régulateurs notamment. Rester dans la dynamique. Rester dans la dynamique. Quels sont les enjeux? Alors il y a peut-être d'autres points de la feuille de route où on est sur les 2 points essentiels à l'heure Écoutez, actuelle. déjà quand on aura réussi à ancrer ces 2 points, C'est ça sera déjà très bien. effectivement 2 points très ambitieux. Quels sont les enjeux selon vous que vit le secteur en cette rentrée 2025? Alors, j'allais dire, comme à chaque patrimonia, on a la géopolitique du moment. Bon, Bien sûr, ouais. on a nos séquences politiques nationales qui deviennent C'est ce que j'allais dire, là récurrentes. c'est autant géopolitique que Oui, politique oui, nationale. voilà. hein, c'est- Mais géopolitique, ça permettait de tout englober. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ça fait des années que je viens à Patrimonia. On sent que alors, le climat est plutôt agréable cette année, mais il y a besoin d'être rassuré, d'avoir des idées, D'accord, donc oui. c'est intéressant. C'est Mais- quoi? C'est les CGP qui ont besoin d'être assurés à l'heure actuelle? Alors, nos clients, Les qui clients, sont, nos d'accord. clients qui sont rentrés de vacances ont besoin d'informations et Bien on est là sûr, pour les ouais. rassurer. Et ici, on vient se nourrir en allant chercher de l'info. Mais si on regarde un peu plus loin sur le métier, on est un métier qui est dans une dynamique extraordinaire. Alors ça, on le voit concrètement dans les chiffres que l'on peut avoir à la Chambre. 25 nouveaux adhérents par mois. D'accord. L'année dernière, une progression de la collecte des CGP de plus de 12%. C'est une dynamique qui est durable, ce n'est pas un mouvement éphémère. Et ça, c'est-à-dire que le public des CGP se renouvelle. On voit des mouvements de concentration Bien sûr, dans le secteur, oui. en haut, mais vous avez une dynamique de nouveaux cabinets qui se crée. Je trouve qu'il y a plein de signaux très forts. Et parallèlement, il y a un certain nombre d'outils métiers. Il y a une petite bagarre autour de l'IA. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent dans l'offre outils métiers. Et on voit que voilà, il y a une contribution de plus en plus grande d'apports nouveaux. Et ça me rassure en me disant notre métier est vraiment ancré dans le paysage et attire D'accord. des acteurs. Parce que c'est vrai qu'on en parle d'ailleurs beaucoup dans cette émission, il y a une concentration à l'œuvre dans le secteur. Ce que vous dites, c'est qu'il y a aussi plein de nouveaux cabinets qui émergent et il faut regarder aussi ce qui se passe du côté Exactement. des nouveaux arrivants, c'est ça? Exactement, exactement. Et ça, c'est extrêmement important parce que ceux qui arrivent sont des personnes qui ont une deuxième vie, Bien sûr. souvent des anciens banquiers. Et quand ils arrivent, ils sont tout de suite opérants. Et ils vont très vite.
et hyper smart, hyper professionnel. L'intelligence, comme Bismart, hein, bien sûr. Mais, Voilà, je n'osais pas rebondir, mais l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, que ce soit dans le secteur de la gestion de patrimoine ou dans l'intégralité de l'économie. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude chez les conseillers en gestion de patrimoine ou chez les adhérents de la CNCGP, Yves Mazin? alors, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, quand on ne connaît pas, il y a une forme d'inquiétude. Mais déjà, quand on voit, ne serait-ce qu'à Patrimonia, le nombre de solutions proposées, le discours de ces acteurs, c'est on ne va pas vous remplacer, on va vous aider. Et par exemple, le rôle de la Chambre, c'est faire de la pédagogie, expliquer. Donc c'est un sujet qui a été pris à bras-le-corps par la Chambre, par exemple. On est un petit peu au démarrage de l'aventure. Il y a déjà eu un guide sur l'intelligence artificielle qui pose les bases pédagogiques. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Déjà avec ça, ça permet d'embarquer le sujet. C'est un sujet qu'il faudra garder en tête quand même, utilisé comme un outil dans les prochaines années dans la profession? En fait, je pense qu'on n'aura pas le choix. Et d'ailleurs, les outils métiers embarquent déjà de l'intelligence artificielle. Yves Mazin, vous êtes président de la CNCGP, vous êtes aussi conseiller en gestion de patrimoine, hein, c'est Ouais. votre premier métier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ici à Patrimonia, à la profession? On a parlé des enjeux, mais on ouvre aussi une fin d'année d'abord, mais ensuite effectivement une nouvelle saison. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la profession aujourd'hui? Écoutez, je trouve que déjà la profession, c'est de regarder le métier avec amour. On fait un formidable métier. Enfin, ce salon en est une démonstration. Il y a énormément d'acteurs qui viennent nous voir et ça veut dire qu'on va avoir des moyens pour demain. Je crois beaucoup aussi à la dynamique nationale du métier. J'étais vice-président en charge des régions. Et pour tous mes confrères qui sont installés en région, qui disent il y a Paris, non, je suis le contre-exemple. D'accord, oui. On peut être CGP. La CNCGP, ça n'est pas que Paris. Voilà, et de surcroît, nos présidents d'avant étaient parisiens, mais ils ont toujours œuvré dans l'intérêt de tous les CGP de France et de Navarre. Donc, ce que j'ai envie de dire, allons-y, fonçons, les portes sont ouvertes. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Yves Mazin de nous avoir accompagnés ici donc sur le plateau de Smart Patrimoine à l'occasion de Patrimonia. Je rappelle que vous êtes président de la CNCGP. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite. Et nous avons à présent le plaisir d'être en plateau avec Benoît Lombard. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, tourné ici à Patrimonia. Vous êtes président de Maison Laplace, mais aussi directeur général adjoint de Cristal. On tourne cette émission le deuxième jour de Patrimonia. Vous avez eu l'occasion déjà d'échanger avec beaucoup de monde, de vous promener dans les allées. Qu'est-ce que vous ressentez? Quel est votre ressenti un petit peu sur le secteur en ce mois de septembre 2025, Benoît Lombard? Un dynamisme puisque ici à Patrimonia, on a la chance de rencontrer non seulement tous les partenaires des CGP, mais les CGP eux-mêmes qui viennent non seulement pour se tenir informés des évolutions qui existent dans notre écosystème, Bien sûr. mais aussi pour se rencontrer entre eux, pour échanger. Et c'est ça le dynamisme de cette profession, c'est ça, on va dire, l'espèce de petite musique qui est celle de la parfaite confrérie que nous formons tous ensemble. Nous sommes non seulement des concurrents et pas que des concurrents, mais nous sommes des confrères. Dynamisme, c'est le mot que vous retenez quand vous vous baladez dans les allées aujourd'hui? Oui, un dynamisme évident où nous échangeons bien évidemment sur les enjeux, nous échangeons sur les difficultés qui peuvent exister. Oui. Et puis on échange aussi sur un petit point qui est fondamental, qui est que le filtre que nous formons, nous les CGP, à destination des épargnants, c'est un filtre qualitatif qui pallie les carences de l'éducation financière. Et d'ailleurs, au fil des interviews et des rencontres qu'on peut faire ici à Patrimonia, on se rend compte qu'il y a ce besoin de confiance des investisseurs particuliers vis-à-vis des CGP qui est de plus en plus présent. Et il y a de plus en plus de CGP qui sont sollicités avec de la collecte qui continue à grossir, comme s'il y avait un besoin d'accompagnement encore plus fort en 2025 que les années précédentes. Vous le constatez, vous aussi, Benoît Oui, Lombard? il y a besoin d'accompagnement puisque nous sommes dans un climat d'incertitude assez important pour les épargnants. Incertitude, bien évidemment, au niveau géopolitique. Oui, et bien sûr. Dieu sait que les informations que nous avons quotidiennement ne sont pas toujours extrêmement positives. Et donc puis on est surtout, là elles vont pour dans tous les essayer sens, donc c'est très d'être compliqué quand un même d'avoir filtre. des convictions. Bien sûr. Donc des problématiques géopolitiques, des problématiques économiques. Et malheureusement, on sait que la France aujourd'hui est dans un état des finances, et c'est ce que nous disait le Premier ministre démissionnaire Bayrou, Bien sûr. assez catastrophique. Et donc il y a des enjeux. Et les enjeux, c'est quoi? C'est la fiscalité. Et là, on parle du projet de loi de finances pour l'année prochaine. Bien sûr. Et de cette fameuse TAC Zuckman. Eh bien, nos clients sont interrogatifs, s'interrogent, se posent des questions. Et nous sommes là pour essayer, dans la mesure du possible, de leur donner des éléments de réponse factuels,
positif. Et alors, sur ce sujet, effectivement, les clients sont interrogatifs. Il y a un an, il y avait déjà un sujet sur le projet de loi de finances 2025. C'est toujours un sujet à l'ordre du jour. Alors effectivement, il y a un an, on parlait beaucoup du pacte du trade qui pourrait être détricoté. Aujourd'hui, on parle de la taxe Zuckman. Est-ce que l'inquiétude grandit chez les clients ? Oui, elle grandit, parce que c'est vrai que la 5e République, la Constitution du 4 octobre 58, elle avait pour ceci de fort, c'était la stabilité. Oui. Or, aujourd'hui, force est de constater que nous avons une instabilité politique. Et cette instabilité politique a des répercussions sur les finances de l'État et sur la fiscalité, puisque, on le sait, aujourd'hui, nous ne connaissons pas, et je le rappelle, le cadre fiscal qui va régir la taxation de nos revenus de cette année. On le connaîtra à la fin d'année. Et là, il y a des grandes interrogations. J'allais dire, il y a un petit peu le concours Lépine de la meilleure idée fiscale. On a cette taxe Zuckman abracadabrantesque qui, aujourd'hui, eh bien, à supposer qu'elle ne soit pas votée, eh bien, on puisse trouver une compensation pour faire plaisir, on va dire, à l'aile la plus virulente sur le sujet. Bon, on est aussi ici à Patrimonia, c'est le rendez-vous du secteur. Vous l'avez dit, vous constatez un certain dynamisme. C'est quoi les enjeux à l'heure actuelle pour le secteur, pour les CGP, les professionnels de la gestion de patrimoine, pour qu'ils puissent réaliser leur métier dans les meilleures conditions possibles? Les enjeux, c'est de continuer à pouvoir délivrer un conseil hautement qualitatif à destination d'une clientèle à la recherche de repères. Bien sûr. Le CGP, c'est une activité multi-régulée. Nous sommes CIF, conseiller en investissement financier. Nous sommes courtier en assurance, avec une régulation, un superviseur qui Bien est sûr. la CPR, la Banque de France. Nous sommes intermédiaires en opération de banque, le crédit. Nous sommes titulaires d'une carte T, la loi OD Ouais. pour l'immobilier. Et puis nous avons la compétence juridique appropriée qui nous permet d'avoir le bagage, de délivrer les compétences nécessaires avec le bagage juridique adéquat. Eh bien, c'est cette somme de compétences qui fait que justement les épargnants viennent rechercher chez nous non pas des vendeurs de produits, non pas des vendeurs de solutions, mais de pouvoir rechercher un conseil. Et D'accord. le conseil se matérialise après par la délivrance de solutions de prestations de services de produits et de services d'ingénierie, Oui, de bien sûr. conseil. Mm. Et donc c'est ça l'enjeu de demain pour les CGP, c'est d'avoir les meilleurs outils pour pouvoir délivrer ce meilleur conseil dans un cadre réglementaire qui fait qu'on est obligé d'avoir du digital, des parcours digitaux de qualité. sûr. Nous, le groupe Cristal, on a développé un logiciel, SIO2, on a une vraie fintech, on a 8% de notre chiffre d'affaires qui est consacré au développement de cette fintech, de cette vraie entreprise de services numériques. Face Et à ça, la c'est un point régulation, qui est important. face à l'administratif et à la nécessité effectivement d'être en conformité avec la régulation, c'est ça? Parce que c'est un et poids de réglementaire simplifier le parcours pour le digital professionnel. pour le professionnel. D'accord. Les chemins digitaux ne sont que des chemins qui nous permettent d'aller d'un carrefour à un autre carrefour, d'une place à une autre place, si je puis dire, sans vilain jeu de mots. Donc, ce qui importe, c'est d'avoir ce chemin digital qui puisse permettre de délivrer un espace-temps complémentaire, supplémentaire au client qui s'affranchit, le client CGP, Oui, bien de sûr. ces prestations-là, qui s'affranchit bien évidemment des problématiques réglementaires par l'intermédiaire de ce chemin, de ce canal digital. Alors vous me parlez de plateforme digitale, Benoît Lombard, je ne résiste pas à vous répondre intelligence artificielle. Est-ce que c'est un sujet que vous avez échangé, sur lequel vous avez échangé dans les allées à l'heure Bien actuelle? Est-ce que quand on parle de plateforme digitale, on intègre aussi l'évolution, la révolution intelligence artificielle? La révolution de l'intelligence artificielle, elle repose sur la data. Oui. Et donc c'est la maîtrise de la data, la maîtrise des données. Et donc c'est d'essayer d'être certain aussi d'avoir la bonne donnée et bien de pouvoir après plugger sur cette bonne donnée de l'intelligence qui nous permet d'aller au-delà du simple traitement que nous connaissons des données. Mais l'intelligence artificielle elle existe depuis un moment. Et puis elle ne remplacera jamais l'intelligence humaine. Je mets au défi quiconque de livrer, et nous sommes sur Bespart, nous parlons de bourse régulièrement ensemble, et bien je mets au défi l'intelligence artificielle de donner la meilleure allocation d'actifs demain pour une D'accord. gestion par Ouais. exemple équilibre. Pourquoi? Parce que l'IA, elle n'est pas Il y en a qui prédictive. essayent, hein. Il Il y en a qui il y a essayent. des particuliers qui Oui, essayent. mais elle n'est pas prédictive. Elle repose sur des données passées. D'accord. Elle n'arrive pas à être prospective. D'accord. Elle ne oui. peut pas, demain, elle ne connaît pas l'évolution des taux, elle ne connaît pas un bouleversement, elle ne connaît pas un événement majeur tel que ceux qu'on a pu connaître par exemple avec le Covid. Elle peut pas. Elle n'est pas capable d'intégrer ces éléments-là encore. D'accord. Elle peut pas forger de conviction. L'intelligence humaine ne sera pas palliée par l'intelligence artificielle. Et pourtant, est-ce que ça doit devenir un outil que les CGP utilisent? On parle de plateforme digitale. Est-ce que potentiellement l'intelligence artificielle doit devenir un outil quand même pour aider sur les sujets réglementaires, sur la digestion de données qui peuvent être parfois un petit peu conséquentes pour être conforme à la régulation? Bien sûr, c'est un outil d'accélération pour justement être un outil au service des CGP et c'est pas une fin en soi. On va plus vite aujourd'hui qu'au 19e siècle puisqu'on prend l'autoroute et on prend des voitures qui vont plus Oui, vite. bien sûr. Mais ça nous sert à aller plus vite parce qu'on sait où on va. L'intelligence artificielle doit nous servir aussi à aller plus vite, mais si on sait où on va. Et qui donne le là, qui donne la direction, qui donne les objectifs, qui donne, on va dire, le tempo qui permet aux particuliers de s'orienter dans un univers extrêmement complexe. Ça, c'est le CGP.
Benoît Lombard, vous êtes très engagé aussi au niveau de la CNCGP. La CNCGP vient de changer de président. On a eu il y a quelques instants sur le plateau Yves Mazin qui nous disait que c'était un moment de pause justement après l'adaptation réglementaire qui a été gérée pendant longtemps par les différentes associations dont la CNCGP. Aujourd'hui, la volonté de la CNCGP, c'est justement de se recentrer un petit peu sur le cœur de métier en intégrant, en vérifiant si toutes les évolutions réglementaires ont bien été intégrées. Quel est le message que vous portez ici à Patrimonia ? J'étais président de la CNCGP 2013-2019. Alors je ne suis plus, je suis membre du bien sûr. Conseil des sages et je suis très investi dans l'écosystème avec l'Union des conseillers en gestion de patrimoine que je préside et qui est un think tank et un lobbyiste. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la CNCGP est un acteur majeur, comme les autres associations bien sûr syndicales, parce que la profession dynamique. Je voudrais juste rappeler, en 2019, il y avait 5000 CIF inscrits au registre unique qui est l'ORIAS, donc c'est le registre unique des intermédiaires. Et aujourd'hui, au 31 décembre 2023, on n'a pas encore les chiffres de 2024, il y avait 6707 CIF inscrits. Ouais, une progression de 25%. Un dynamisme qui est fort parce que le métier plaît. Et il ne faut pas décevoir les nouveaux entrants. Il faut, nous, les plus anciens, ceux qui ont un peu de bouteille, si je puis m'exprimer ainsi, être à leur service pour que le métier puisse continuer de croître. Et c'est ce que nous faisons nous aussi avec Cristal. Quand on est un acteur majeur de la concentration, on est là pour leur faire une proposition de valeur sur la dernière étape de leur vie, c'est-à-dire la transmission de leur cabinet. Merci beaucoup Benoît Lombard de nous avoir accompagnés sur le plateau de Bismart ici à Patrimonia. Je rappelle que vous êtes président de Maison Laplace et directeur général adjoint de Cristal. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. De retour sur le plateau de Smart Patrimoine, ici à Patrimonia, nous avons le plaisir d'être à présent avec Stéphane Rudzinski. Bonjour Stéphane Rudzinski. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Retores Finance et on va essayer de comprendre ensemble un petit peu comment vous regardez le secteur des CGP, mais aussi comment est-ce qu'on fait pour avoir des convictions en septembre 2025 dans un contexte incertain sur, j'allais dire sur les marchés financiers, mais non, en matière de géopolitique, en matière de politique et en matière d'investissement de manière globale. D'abord, première question, quel est votre ressenti ici à Patrimonia en matière de secteur d'activité du monde de la gestion de patrimoine ? J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Je viens d'arriver ce matin, donc d'accord, je précise qu'on tourne le jeudi, donc le deuxième jour. Exactement, le deuxième jour. Donc, pourquoi d'ailleurs, c'est mieux le deuxième jour ou... Parce que 2 jours c'est très très long et le deuxième jour il y a généralement un petit peu moins de monde. D'accord, donc ça me permet vraiment d'être en contact avec les partenaires que je veux rencontrer. Et alors du coup, votre ressenti sur le salon à l'heure actuelle ? Écoutez, avec un taux d'épargne à 19%, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien pour les conseillers en gestion de patrimoine qui doivent apporter beaucoup de réponses à des clients très inquiets. Et donc tout le monde est très très actif. Je vois mes collègues comme nous qui sommes très très occupés. Donc je pense que l'année 2025 et l'année 2026 vont être de très bonnes années. Encore de très bonnes années pour effectivement le secteur de la gestion de patrimoine. Le secteur se consolide à l'heure actuelle et Retores Finance fait partie de ceux qui consolident avec des acquisitions externes ou autres. Quelle est votre stratégie ? Comment est-ce que vous vous positionnez sur le secteur aujourd'hui, Stéphane Rudzinski ? Chez Retores, effectivement, on est rentré dans l'ère de la consolidation depuis 2022 désormais, avec une grosse phase d'accélération sur les 12-18 derniers mois. Donc évidemment, on est à la recherche de personnes qui ont envie de marcher à plusieurs et sur tout type de structure, des personnes qui ont des petits cabinets qui veulent s'adosser véritablement à une structure plus grosse. D'accord. Et des cabinets de taille plus importante avec soit une géographie que nous n'adressons pas encore ou des compétences en interne qui ne sont pas présentes chez nous qu'on souhaite absolument développer. D'accord, donc stratégie ou via les compétences ou via la géographie. C'est ça l'idée, c'est d'avoir un maillage territorial et un maillage en matière de compétences. C'est quoi les compétences qui manquent aujourd'hui à Retores Finance ou celles sur lesquelles vous avez envie de... Il en manque plein. D'accord. Il en manque plein. La gestion de patrimoine, c'est un univers et un écosystème tellement riche. Pour bien satisfaire ses clients, honnêtement, il faut avoir des compétences très très larges dans plein de domaines. L'assurance, la prévoyance, la gestion d'actifs, le coté, le non-coté, les produits... Bon, je pourrais... vous faire une liste pendant 2 minutes là. Là, vous parlez d'éventuels tests d'investissement aussi pour cette rentrée de 2025. Mais alors, avant d'aller sur ce sujet-là, j'imagine que avoir une stratégie d'acquisition de cabinets justement pour avoir un maillage territorial ou acquérir de nouvelles compétences, ça doit poser des questions aussi d'organisation derrière, de structuration d'un groupe, Stéphane Rudzinski. Oui, tout à fait. Alors, chez Retores, on est sur un modèle associatif et intégratif, c'est-à-dire que
On essaye de mettre tout le monde sous la même marque, sous la même manière, D'accord. sous le même drapeau, de manière à uniformiser tous les process de back-office, de conformité, de manière à délester complètement en fait, les conseillers en gestion de patrimoine de toutes ces tâches qui sont ultra chronophages. Bien sûr. Ils ont beaucoup mieux à faire et notamment d'être en face de leurs clients pour les conseiller au mieux. D'accord, et donc c'est effectivement là où effectivement on voit de la structuration. Les enjeux pour vous, pour le secteur, en septembre 2025, ils sont de quel ordre? Ils sont financiers, ils sont organisationnels? Comment est-ce que vous analysez ça? Écoutez, moi je vois un marché énorme devant nous, conseiller en Oui. gestion de patrimoine. D'accord. Je pense qu'on est au tout début finalement. Je pense qu'on va connaître une réaccélération sur le développement du métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant. D'accord. Je pense que de gros acteurs vont naître au niveau français et qui vont se déporter au niveau européen. Donc Vous voyez une internationalisation de certains groupes de gestion de patrimoine dans J'en les suis prochaines sûr. années? Certains, d'accord. certains, ouais. Ça veut dire qu'on aurait la même manière de fonctionner en France et dans les autres pays d'Europe, parce que ça va poser Non, il d'autres y a questions, toujours d'autres problèmes. des spécificités locales, évidemment. Ouais, bien hein. sûr. Comme il y a des spécificités entre Paris, Lille ou Strasbourg, D'accord. vous avez des spécificités plus fortes, évidemment, quand même. sur l'Allemagne, sur d'autres Sur le rapport d'autres à son zones. patrimoine, à Bien la gestion sûr. de fortune ou autre. Bien sûr, mais on commence à avoir des groupes vraiment puissants aujourd'hui. Plus puissants que dans les autres pays d'Europe? Au moins aussi puissants D'accord. et avec beaucoup de talent. D'accord. Donc je suis convaincu que la gestion de patrimoine française peut s'exporter très fortement en Europe. Vos tests d'investissement chez Retores Finance en cette rentrée septembre 2025, ils sont de quel ordre? Alors, je ne reviens pas sur le sujet politique, budgétaire, géopolitique, mais c'est un moment où quand même, quand on est en face de son conseiller de gestion de patrimoine, on a envie d'avoir quelqu'un qui a des convictions fortes, aussi de la prudence sûrement, mais vous, quels sont vos tests d'investissement chez Retores Finance? Écoutez, chez Retores, je vais vous donner un exemple très précis. Hein. Il y a encore une semaine, j'étais sur le site du Bureau du travail américain. Ouais. Et j'ai trouvé une statistique qui m'a fait froid dans le dos. Hein. C'est la valeur réelle d'un euro ou d'un dollar depuis 2020 à 2025. Hein. Le dollar aura perdu 45% de sa valeur en termes de réel. Depuis 2020? Depuis 2020. D'accord. L'euro près de 40%. Donc nous, Ah nos oui, donc il y a un tests- effet vase communicant. Non, mais ce que je veux oui. dire, c'est que les grandes monnaies, fiat perdent vraiment beaucoup de valeur. Ouais. C'est là notre test d'investissement principal. Et là, il faut vraiment trouver des solutions pour nos clients. Alors, ça passe par vraiment la recommandation de nos clients d'emprunter. Hein. N'oubliez pas qu'en France, c'est un des seuls pays où vous avez des taux fixes. Ouais. C'est assez extraordinaire. Donc, Bien sûr. la mensualité que vous remboursez aujourd'hui de 1 000 euros, dans 15 ans en termes réels, elle ne représentera que probablement 600 euros. Donc, si Ouais. vous avez financé des classes d'actifs qui ont pris de la valeur, telles que de l'immobilier ou des actions, vous serez le grand gagnant. Et puis, on pousse vraiment nos clients à investir sur des actifs à fort potentiel. Et en réalité, les actifs à fort potentiel, ce sont ceux qui sont détenus par les agents économiques rationnels. Et D'accord. c'est souvent les chefs d'entreprise. D'accord, donc ça veut dire investir quoi? Directement Donc, en actions dette cotées, privée ou, non, non oui, bien sûr, mais Ouais. c'est surtout actions cotées, actions non cotées, private equity. D'accord. Et puis après, effectivement, en diversification, on va aller chercher de la dette privée, qui sont des soutiens très importants, notamment pour, comme les sociétés comme Retores, qui font appel des acteurs à de la dette privée pour se développer. Mais alors pour bien comprendre, ça veut dire que votre test d'investissement est basé sur l'analyse au départ de la perte de valeur, enfin le constat de la perte de valeur des devises fiat que vous avez mentionnées. Exactement. D'accord. Et si vous me démontrez le contraire, je vous fais un magnifique cadeau. Alors là, je vais avoir du mal à vous démontrer le contraire, mais ça veut dire que tout part de là et ensuite on va sélectionner ces investissements en fonction de cette thèse de départ. Effectivement, beaucoup d'investissements en entreprise. Le fonds euro, on regarde ou pas du tout? Non. Alors, chez Retores, on regarde assez peu le fonds en D'accord. euros. Je demande ça parce que bon, la France empruntant un peu plus cher, on peut se dire que c'est une opportunité à l'heure actuelle, mais non, c'est pas quelque chose que vous regardez vous. Non, non, on ne le regarde pas, on ne le pousse pas. J'ai un peu de mal en vérité avec le fonds euro, avec cette notion de capital garanti. Oui, bien sûr. Je ne suis pas certain, objectivement, que cette garantie puisse être tenue dans le temps. Donc je ne veux pas exposer mes clients trop fortement sur la classe d'actifs. Merci beaucoup Stéphane Rudzinski de nous avoir accompagnés ici sur le plateau de Bismart à Patrimonia. Je rappelle que vous êtes le président de Retores Finance. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous et on se retrouve très vite sur Bismart for Change.
Et pour la première partie de cette édition spéciale tournée ici à Patrimonia, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Sébastien Bonnet. Bonjour Sébastien Bonnet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, vous êtes le fondateur de Scale Up Capital. Alors on peut peut-être commencer par rappeler ce que fait Scale Up Capital. Je pense que tout le monde ici à Patrimonia ne connaît pas Scale Up Capital, Sébastien. Alors Scale Up Capital, c'est normal, c'est une jeune société qui a été créée en 2021, qui fait de l'investissement en capital investissement et en dette privée, majoritairement, sur des stratégies high alpha et notamment pour les professions libérales réglementées. Profession libérale réglementée, ça veut dire qu'on s'adresse quoi, aux experts comptables par exemple? Experts comptables, pharmaciens, médecins libéraux. Et alors concrètement, vous investissez comment et dans quoi chez Scale Up Capital? Alors aujourd'hui, on déploie notre première stratégie d'investissement qui est un fonds qui vise à la restructuration du secteur de l'expertise comptable, qui peut paraître être une niche de marché. Et on investit en capital de manière minoritaire en poussant nos cabinets à la transformation vers des modèles de conseil. D'accord, donc vous investissez dans des cabinets d'experts comptables, si je comprends bien. Exactement. Et derrière, vous les accompagnez dans leur transformation au quotidien, c'est ça? C'est ça. Alors pas uniquement dans les cabinets, mais aussi dans des sociétés innovantes qui viennent apporter aux cabinets d'expertise comptable des services permettant d'améliorer la courbe de rentabilité des cabinets. Et alors justement, vous nous dites que ça peut donner l'air d'être une niche. Pourquoi aller sur ce type de secteur spécifiquement? Alors en fait, la genèse, c'est qu'on a souhaité au départ investir dans les PME françaises. D'accord. Et pour résumer l'histoire de l'équipe de Scale Up, on a 20 ans de marché derrière nous, 10 ans dans les hedge funds, 10 ans dans la gestion diversifiée. Bien sûr. On s'est aperçu qu'en fait, en gestion diversifiée, on avait un petit problème d'allocation sur la patte private equity pour investir dans des PME françaises. Qui produit de la donnée sur les PME? Les experts comptables. D'accord. Donc on s'est adressé à l'ordre à cette époque pour pouvoir effectivement nouer partenariat et avoir cette capacité à identifier des PME intéressantes. Et c'est en s'intéressant en fait au sujet des experts comptables qu'on a découvert un monde formidable. D'accord, donc par hasard complet en fait. C'est un hasard total. D'accord. Et une profession qui en fait est dans un besoin de transformation certain, qui planchait sur cette transformation depuis 10 ans, mais qui n'avait pas de réponse avec un fonds dédié. On a apporté cette solution avec la structuration du fonds Expert Génération. Besoin de transformation depuis longtemps, pourquoi? Pour quelles raisons? En fait, parce qu'on est sur une profession réglementée, on pourrait se dire que justement, innovation ou non, la profession est réglementée, tout le monde a besoin d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes. Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de transformation? Alors en fait c'est simple, on a un game changer qui rentre dans le secteur de l'expertise comptable aujourd'hui. L'IA? Facture électronique. Ok, c'est pas l'IA, et ça va. il y a l'IA, si, D'accord, en fait, ok. il y en a un deuxième effectivement qui est l'IA. Donc tout ce qui est boîte à compta, en fait aujourd'hui va voir ses marges s'affaisser ou s'éroder en fait de manière assez significative dans les 10 ans qui viennent. À cause de la facturation électronique? Et de l'IA et de l'automatisation d'un certain nombre de tâches de production. D'accord. Or, donc le secteur est touché. Ouais. Le secteur est touché, oui et non, puisque le premier conseiller de l'entrepreneur en France, c'est l'expert comptable. Oui. Donc il a une énorme valeur ajoutée, c'est un sachant qui est le premier tiers de confiance. Avant le banquier, avant l'avocat, c'est l'expert comptable. C'est l'expert comptable. C'est lui qui connaît les chiffres, donc en même temps c'est le premier qu'on appelle. Ouais. Exactement. Et donc effectivement, il y a une concentration qui s'est opérée là depuis 10 ans, qui va s'accélérer, comme on a pu le voir dans le monde de la gestion privée. Mais il y a une nécessité aujourd'hui, c'est d'apporter des fonds propres pour pouvoir accélérer ces transformations et créer des acteurs qui soient intéressants au niveau des solutions et au niveau de la taille. Et donc il n'y avait pas de fonds dédié, c'est le premier. Voilà, c'est le seul fonds dédié, ouvert. Il y a des investisseurs privés qui investissent aujourd'hui via leur family office et qui ont développé des solutions, mais pour leur compte propre. On est le seul véhicule qui permette à l'investisseur lambda, en fait, finalement, de rentrer dans le secteur. D'accord. Et tout en ayant tout un dispositif, un assortiment de solutions fiscales associées à notre fonds. Ça veut dire qu'un épargnant peut aller voir son conseiller en gestion de patrimoine et investir dans cette transformation du secteur de l'expertise comptable via Scale Up Capital. Voilà, exactement. Ça et alors, pourquoi est-ce que le secteur est attractif? Parce que c'est un secteur qui est extrêmement robuste. Il y a 3% de taux de défaut chez les experts comptables. D'accord. Donc autant dire un taux de défaut qui est inexistant quasi nul, au regard de ce qu'on peut connaître par ailleurs dans l'économie. Ce sont des gens qui sont assermentés avec une double tutelle ministérielle. Et pour le moment, c'est une transformation qui génère des EBITDA à hauteur de 15%. D'accord. Peu de sociétés peuvent se targuer de ce type de performance. Alors évidemment, on attend une érosion sur cet EBITDA, sauf quand on fait la transformation vers les modèles de conseil. C'est précisément ce que fait Expert Génération.
Donc le fonds qu'on a lancé en première série fait 35% depuis le début, depuis fin 2022. D'accord. Et on en est au deuxième millésime. Au deuxième millésime à l'heure actuelle, avec quel objectif du coup? Un objectif qui est tout à fait similaire, donc c'est-à-dire un intérêt qui est de l'ordre de 18 à 20% annualisé pour l'investisseur. Vous m'avez l'air, Sébastien, d'être un homme de conviction sur ce secteur, de l'avoir beaucoup regardé. Donc du coup, si aujourd'hui un investisseur regarde notre discussion, nous écoute et se dit moi aussi, allez, je suis convaincu, ce secteur m'a l'air effectivement porteur d'opportunités. Vous, Sébastien Bonnet, si je vous dis dans 10 ans, le secteur de l'expertise comptable, il ressemblera à quoi? C'est quoi votre conviction chez Scale-up Capital? Notre conviction, c'est que c'est un secteur qui va profondément changer, qui va beaucoup se concentrer sur la partie production comptable, qui va finalement ne concentrer qu'un tiers de l'activité. D'accord. Et qui va plutôt redéployer en fait tout son savoir-faire et ses services sur en fait le conseil à l'entrepreneur et l'accompagnement. On le voit aujourd'hui avec des initiatives qui permettent d'avoir des services spécialisés. Vous avez des cabinets qui fournissent à des PME des directeurs financiers à temps partagé. Bien sûr, oui. Donc services qu'on ne peut pas s'offrir aujourd'hui nécessairement quand on est une PME de petite taille ou naissante. Vous avez des experts comptables qui se spécialisent sur des verticales, qui font le one-stop shop par exemple pour une profession, donc le médecin libéral, de la création du cabinet à la sortie des bilans comptables et toutes les publications nécessaires, notamment sur le service social ou juridique. Voilà, donc ça on y croit assez fortement. On pense que sur la gestion comptable, effectivement, vous allez avoir des plateformes qui vont se structurer pour la production. Les banques vont avoir un rôle prépondérant. Donc là, il y aura un impact du digital, c'est une évidence. Absolument. Et il faudra composer avec. Mais ça va donner plus de puissance en fait à cette profession, puisque moins de temps perdu sur la production comptable, beaucoup plus consacré au conseil et à la gestion de qualité vis-à-vis des clients. Scale-up a l'ambition de faire d'autres choses que de l'investissement dans le secteur de l'expertise comptable ou Alors, on regarde autre chose, effectivement. On a plusieurs produits d'ailleurs. Oui. On n'a que des produits extrêmement différenciants, insensibles en fait, au phénomène de croissance, au taux, à l'inflation. Un expert comptable, en fait, c'est une des rares professions où vous connaissez le chiffre d'affaires un an à l'avance. Complètement, effectivement. Qu'il y ait des cycles de création ou de destruction d'entreprise, il y aura besoin d'experts comptables. Complètement, bien Et sûr. c'est le percepteur quelque part de l'impôt en premier chef, ou en tout cas en contrôle. Bien sûr. Et donc c'est une profession à très forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est une super thématique pour protéger un portefeuille de fonds en actifs privés, avec en plus un objectif de performance qui est très inattendu au regard du côté peut-être un peu morne et un peu terne qu'on peut avoir sur cette profession. Pour répondre à votre question, effectivement, on a d'autres secteurs en vue. On est en train de regarder le secteur de la pharma, les notaires, les commissaires de justice. Donc on reste sur les mêmes modèles, sur les professions réglementées. Sur des professions réglementées qui vont avoir des enjeux avec le game changer qui est la révolution digitale. D'autres ambitions chez Scale-up Capital que justement ces secteurs d'activité? Vous disiez que vous aviez différents types de produits. Là, on a beaucoup parlé d'un fonds effectivement pour la transformation du secteur de l'expertise comptable. Mais quels sont les autres produits que vous proposez chez Scale-up Capital? En fait, aujourd'hui, on a un constat, c'est que la gestion du cash est un problème dans les gestions libérales, dans les profession libérale réglementée. D'accord. Donc toujours sur ce secteur, maintenant on va sur la gestion du cash. D'accord. Voilà. Sur les professions libérales de manière générale, en fait vous avez des structures qui ont des hauts de bilan assez maigres et des bas de bilan très larges, puisque les associés alimentent la trésorerie et vivent en fait sur ce pool. Et malheureusement pour eux, en fait, souvent ces acteurs ne font recours que au compte à terme. D'accord. Pour pouvoir placer leur liquidité quand elles le sont, parce qu'elles ne le sont pas de manière systématique. Et donc, on a proposé avec un des meilleurs gérants obligataires de la place, qui s'appelle Neuberger Berman, qui fait de la gestion uniquement institutionnelle, donc c'est une société américaine qui est extrêmement connue à l'international, un fonds de crédit obligataire ultra flexible, qui a pour but de battre en fait les comptes à terme avec une offre crédit. En fait, l'idée, c'est de remplacer les obligations d'État par des obligations corporate. Et donc, en gardant les mêmes paramètres de risque, donc investment grade, duration courte, mais en y ajoutant un facteur qui est la liquidité. C'est ce que j'allais dire, c'est que la nécessité, c'est d'avoir des... Quand on gère de la trésorerie, il faut que ce soit liquide. Exactement. Et donc, on ne veut pas bloquer le client en lui garantissant un taux, comme on peut le voir dans certains cas sur du compte à terme. Et ça, c'est un produit qui existe aujourd'hui ou C'est un produit qui est commercialisé depuis le 1er janvier. D'accord. Voilà, qui marche très bien. Alors, le secteur est un peu chahuté, le secteur obligataire cette année. Bien sûr, mais on est très largement au-dessus des comptes à terme.
Qu'est-ce que vous voulez dire à la profession aujourd'hui ici à Patrimonia, Sébastien Bonnet, première participation pour Scale-up Capital ou vous étiez déjà là l'année dernière? Non, c'est la troisième participation Troisième Scale-up participation, Capital d'accord, oui. à Patrimonia. Et ce que je souhaiterais dire à la profession, c'est qu'il y a d'autres façons de faire du private equity aujourd'hui. Bien sûr. C'est de faire du private equity affinitaire, servir l'économie française. Les experts comptables, ils servent l'économie française, ils servent les entreprises françaises. Voilà, et c'est un super moyen de faire de la performance avec un risque qui est extrêmement contrôlé. De la même façon, sur la partie gestion monétaire, gestion du cash, effectivement, on a un produit qui est réservé aux entreprises, qui est un produit professionnel, mais qui permet quand même de diversifier la partie longue de sa poche de trésorerie en ayant accès à une des meilleures gestions au monde en fait, sur le secteur obligataire. Merci beaucoup Sébastien Bonnet de nous avoir accompagnés ici dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur de Scale-up Capital. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de l'émission. Et nous enchaînons avec la deuxième partie de cette émission Smart Patrimoine, édition spéciale tournée ici à Patrimonia. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Benoît Petit. Bonjour Benoît Petit. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Interinvest. Alors Interinvest, je le présente rapidement, vous allez le faire mieux que moi dans un instant. C'est un groupe familial qui existe depuis 1991 et qui était initialement connu pour sa spécialisation en girardin industriel. Mais le groupe Interinvest aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Il y a eu une transformation qui s'est opérée, ou en tout cas un élargissement d'activité, Benoît Petit. Merci beaucoup cette introduction qui est très fidèle effectivement à ce qu'on essaye de faire. Interinvest, comme vous l'avez rappelé, a été créé en 1991. On est aujourd'hui 250 collaborateurs avec une petite centaine en Outre-mer et le reste en métropole. Bien entendu présent sur le métier de la girardin, puisqu'on fait ce métier depuis 30 ans en étant aujourd'hui le leader sur ce segment de marché avec à peu près 40% de part de marché. Et depuis 2015, on a pris un virage stratégique assez important pour peu à peu développer d'autres métiers, à savoir une société de gestion pour commencer, dans le capital investissement. Elevation Capital Partners, qui a commencé avec 1,5 million d'encours en 2015, qui aujourd'hui tangente avec le milliard d'euros d'AUM. Donc on a eu une belle évolution. Elevation qui se positionne sur 3 segments de marché. L'investissement direct, avec des fonds. Le fonds de fonds, qui est aujourd'hui extrêmement porteur et qui plaît énormément à l'épargnant français et à nos réseaux de distribution. Et puis une SCPI assez récente, en Outre-mer, qui était un terrain de jeu assez naturel pour nous. Oui, puisque vous aviez l'expertise via le girardin industriel, donc du coup maintenant vous faites aussi de la SCPI Outre-mer, d'accord. Voilà, en fait, la thèse d'investissement elle nous paraissait naturelle parce qu'on est présent sur ces zones depuis très longtemps. On a 22 000 entreprises clientes, on est une marque qui est très connue. Et dans les faits, il n'y a pas d'investisseurs professionnels. Aussi bizarre que ça puisse paraître sur la thématique de l'immobilier, c'est plutôt des grandes familles locales qui aujourd'hui se positionnent sur des gros actifs immobiliers. Donc on s'est dit on va aller apporter de la liquidité à ces gens-là. Et puis il y a beaucoup de programmes en construction, donc pourquoi pas aller faire du tertiaire en Outre-mer. Et ça fonctionne? Ça fonctionne, c'est la première année de la SCPI. On a levé un peu moins de 30 millions d'euros sur un an. Donc c'est une collecte qui, dans le contexte actuel, est plutôt bonne. Je pense qu'il y a beaucoup de CGP qui nous attendent sur nos promesses de rendement, puisqu'il y a une prime de risque intéressante à capter en Outre-mer. Et donc si on délivre nos rendements, ce qui va être le cas cette année, on devrait avoir des flux de collecte plus intéressants à l'avenir. Vous avez parlé également d'investissement en direct ou de fonds de fonds, là aussi via une expertise outre-mer ou pas forcément? Alors pas du tout. Sur la partie directe, la partie outre-mer, elle se fait plutôt sur des véhicules fiscaux, des FIP. Mais c'est une toute petite partie de la collecte. Aujourd'hui sur des FIP, on doit faire à peu près 15 millions d'euros quand on fait à peu près 100 millions d'euros sur nos autres fonds d'investissement direct par an. Et enfin le fonds de fonds, on lance des millésimes. Tous les 18 mois. Premier millésime, on avait collecté 150 millions d'euros. Le deuxième, un peu plus. Et on espère que le troisième, on va passer la barre des 200 millions d'euros. Quelle stratégie pour l'investissement direct ou les fonds de fonds? Investissement direct, on a 4 sous-stratégies. On fait ce qu'on appelle de l'early growth. Donc, c'est des sociétés qui sont en forte croissance, mais rentables. Très important depuis 2015, notre thèse d'investissement, c'est de dire il y a certainement des très belles boîtes qui arrivent à croître en étant négatives, mais elles ont une dépendance à la collecte. On ne veut pas faire ça. Donc on s'est toujours positionné sur des structures qui étaient en forte croissance et rentables. Mais avec des besoins de financement pour financer la croissance. Exactement. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle du early growth, du early capital croissance. On fait du F&B, food and beverage. On aime bien manger chez Interinvest, donc on s'est dit allez, on va aller jusqu'au bout du raisonnement. Donc on a un fonds qui investit uniquement sur le secteur du food et de la boisson. On a donc les fonds outre-mer et puis on a aussi des fonds de private equity immobilier. On apporte des fonds propres à des porteurs immobiliers. Ça peut être
des promoteurs, des marchands de biens, mais c'est surtout en ce moment l'immobilier géré, de l'hôtellerie principalement. D'accord, et donc l'immobilier, vous y êtes allé via la SCPI et via les Exactement. fonds immobiliers également. Tout à D'accord. fait. Fonds Donc de c'est- private c'est- equity immobilier, oui. Private equity immobilier. Donc l'investissement direct, c'est ces 4 grandes familles. Le fonds de fonds, c'est plutôt des fonds à 2 tiers de fonds LBO primaires US et Europe, et D'accord. 1 tiers secondaire. Et parmi les IM, on essaye de mettre 15-20 fonds à l'intérieur de nos allocations. D'accord, alors je pense qu'on n'a pas décrit toutes les activités de il y en Interinvest, a mais deux, il y en juste a avant d'aller sur les autres, on est déjà sur une grande diversification de stratégies par rapport à ce que vous faisiez Ouais, initialement. alors, donc, il y a quand même un événement sur la société de gestion, c'est que l'année dernière, c'était la première année où on a collecté plus d'argent sur le capital investissement que le Girardin. D'accord, ok, ouais, d'accord, donc ça c'était- devient la première activité. Ça oui, devient la d'accord. première activité de fait. D'accord. Voilà. Et les deux plus récentes, on a lancé un plan d'épargne retraite bancaire il y a D'accord. maintenant 2 ans. Ok. Et on a Il n'y en a pas annoncé- beaucoup en plus des plans de retraite bancaire. Il y en a Des plans très, très peu. Oui, des plans d'épargne de retraite bancaire. Ouais, ouais. il y en a très très peu. C'est un produit auquel on croit, puisque c'est extrêmement simple de référencer n'importe quel actif dans un PER bancaire. En l'occurrence, c'est aussi moins cher qu'un PER assurantiel. Ouais. Et donc, on croit vraiment en ce produit-là. D'accord. On a annoncé récemment un rapprochement avec Shares, où Shares va reprendre notre PER et on va prendre un mandat d'exclusivité sur la distribution de ce produit auprès des CGP, D'accord. le produit Shares Pro. Et puis, Là, on est un peu sur un changement d'activité quand on lance un PER bancaire par rapport à une activité d'investisseur, pour le coup, sur la société de gestion. Par contre, effectivement, on se rapproche de l'accompagnement de l'épargnant qu'on voyait sur le Girardin industriel, par exemple. alors, la logique pour nous, c'est essayer de nous positionner toujours sur des métiers un peu de niche. On D'accord. a commencé à faire du private equity en retail il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est très naturel. Et d'ailleurs, je le vois à Patrimonia, il y a une très très forte intensité même de grosses sociétés de gestion. Je vois Oui, Ardian bien sûr. derrière, etc., qui veulent faire du retail. On s'est dit, il y a 10 ans, on va aller dessus. Le Girardin, c'était aussi une niche. Dans les faits, les gisements ne sont pas très importants. Et finalement, le PR bancaire, ça reste un produit de niche. Donc, Oui, Interinvest, c'est un généraliste de la niche. D'accord, ok. Donc Voilà. c'est comme ça que vous faites votre analyse et que vous sélectionnez les produits que vous Exactement, lancez. on essaie de D'accord. faire des produits où il y a pas mal d'ingénierie, de les faire bien et d'amener ces solutions à nos distributeurs qui nous reconnaissent comme une maison sérieuse sur des sujets pas forcément évidents. Alors vous m'avez dit qu'il y avait 2 autres nouveautés, donc le PER bancaire et il y a Et également les produits structurés. produits structurés. Ah bon, là effectivement Alors, on est moins c'est pas sur une un vraie produit de niche. nouveauté, mais c'est mon ADN parce qu'avant Interinvest, que j'ai rejoint en 2015, j'avais 13 ans de banque d'investissement à la Société Générale. C'est une activité que je connais par cœur. Je m'étais dit un jour que je le ferais et donc on va essayer de le faire, mais quand même un peu différemment des autres. Quelle est l'ambition du groupe Interinvest aujourd'hui Aujourd'hui, on peut parler d'un groupe parce que là, Bien sûr. les activités sont quand même assez diversifiées. Quand on voit d'où vient l'entreprise en 91 et la diversité de ce que vous proposez aujourd'hui, quelle est l'ambition du groupe? L'ambition, c'est qu'au bout d'un moment, il faut faire attention aussi on ne peut pas tout faire. Donc il va y avoir une vraie réflexion stratégique que j'ai entamée, potentiellement pour accélérer sur certains métiers et peut-être arrêter d'en faire d'autres. La société de gestion, c'est quelque chose sur lequel on devient extrêmement légitime avec des belles performances, des belles équipes, donc bien entendu on va continuer. Le Girardin, bien entendu on continue, mais vous connaissez le contexte actuel de la France, Bien qui sûr. fait que les niches fiscales c'est toujours compliqué, ça peut toujours bouger, et donc on reste très puissant sur ce métier-là. Mais on est vigilant aussi parce que l'évolution politique peut rapidement changer. Bien sûr, oui, d'accord. Et puis, D'où la nécessité peut-être de diversifier Tout ses à activités aussi, bien sûr. Oui, oui. c'était l'idée en 2015, c'était Oui, de se d'accord. dire, si vous êtes, j'ai jamais fait de Pinel, mais quand vous vendez que du Pinel, si le Pinel n'existe plus, vous n'avez plus de fonds de commerce. Oui, complètement. Donc Oui. il fallait protéger aussi l'entreprise en se repositionnant sur des métiers d'avenir et sur des métiers qui ne dépendent pas de l'évolution des législations. D'accord. Et donc du coup l'ambition à 5 ans. L'ambition, il y a une question pour nous qui est aussi stratégique, c'est qu'aujourd'hui on a parlé que de la France. Oui. On est franco-français, on est 250. Je commence à être tenté par d'autres marchés, peut-être connexes à la France. D'accord. Et sans doute, encore une fois, la société de gestion, c'est peut-être le D'accord. bon endroit pour sortir de nos frontières. Donc Oui. on va sans doute annoncer quelque chose début d'année prochaine pour aller à conquête de nouveaux D'accord. pays. Avec un ADN qui effectivement vous êtes franco-français, mais vous n'êtes pas que France métropolitaine, donc vous avez déjà un ADN un petit peu Ah géographique ouais, mais si élargi. je dis à mes amis ultramarins qui ne sont pas français, je vais m'attirer des... Non mais je veux dire vais m'attirer l'ADN des grands problèmes. est Oui, d'une il y a une géographie assez diversité. On élargie. sait gérer effectivement des géographies qui sont plus éloignées, mais dans les faits, on reste bien en France sur nos opérations ultramarines. Mais quand je vous dis on va sortir, c'est qu'on va essayer d'aller un peu plus loin. Oui, bien sûr. Voilà. Et on voit par exemple sur le private equity la tendance aujourd'hui qu'on a qui est très très forte aujourd'hui sur le monde des CGP. Oui. Sur les Il y a fonds une de fonds, forte etc. demande effectivement, Voilà. oui. Elle n'est pas encore partout en Europe, c'est intéressant à observer. Et on se dit qu'on a peut-être aujourd'hui de quoi faire pour aller proposer ces produits à des épargnants en dehors de nos frontières. D'accord. Et avec
c'est simple d'aller demain faire du private equity en Europe, aux États-Unis ou C'est ailleurs? simple, non. Parce Oui, que vous c'est- n'êtes pas une marque connue. Oui, bien Moi, je sûr. vais arriver, je vais dire, je m'appelle Interinvest dans un autre marché. On va dire, c'est qui ces gens-là? Donc, il y a une vraie réflexion d'associations potentielles sur ces pays avec des gens qui sont connus, qui savent faire de la distribution. Mais je pense que c'est important pour la société de commencer à penser en dehors de nos frontières. On est ici à Patrimonia, le rendez-vous du secteur de la gestion de patrimoine. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux conseillers en gestion de patrimoine? Bah, Pourquoi je- travailler avec Interinvest par exemple? J'ai envie de les remercier parce que dans les faits, quand vous avez une structure comme la nôtre qui a commencé sur un produit fiscal, Girardin, qui n'a pas toujours bonne presse, en fait, on a eu une très très forte traction depuis 10 ans de CGP qui nous ont fait confiance sur ces autres métiers. On a su leur rendre la confiance en faisant des beaux produits, leur donnant des bonnes performances. Et donc aujourd'hui, je suis très content d'avoir plus aucun CGP qui ne fait que du Girardin chez nous. D'accord. Tous nos CGP sont multiproduits. Donc ils sont rentrés par le Girardin et ensuite ils ont élargi la gamme. Oui, ou l'inverse aujourd'hui, il y en a qui rentrent chez nous pour le capital investissement et qui ne toucheront jamais au Girardin parce qu'ils D'accord. n'ont jamais voulu en faire et qu'on est devenu très légitime sur d'autres classes d'actifs. Un mot peut-être sur vos convictions, alors peut-être pas convictions de marché dans le contexte actuel, mais contexte d'incertitude politique en France, contexte de questionnement peut-être sur les grandes tendances de demain, même si on voit que l'intelligence artificielle est pour le coup une grande tendance d'investissement à l'heure actuelle, que ce soit en bourse ou ailleurs, hein, les montants sont pharaoniques. Comment est-ce que vous identifiez les convictions que pourrait avoir un CGP vis-à-vis de ses clients par rapport justement à tous les produits que vous proposez et au choix que vous avez fait de sélection des produits que vous proposiez? Alors moi, je suis devenu amoureux du non-coté il y a 10 ans. Alors que je venais du côté, puisque comme je faisais des produits structurés, je faisais des produits structurés sur des actions, sur des indices. Et le non-coté, je l'ai découvert en tant qu'investisseur, parce qu'on a toujours été d'ailleurs les premiers souscripteurs de nos fonds. Donc c'est vrai que j'ai tendance à surallouer à titre personnel mes investissements dans le non-coté, parce que j'ai l'impression d'être près des entreprises et près de leur histoire, et d'être capable de les analyser, ce qui est parfois plus dur sur des sociétés qui sont cotées et qui ont beaucoup de volatilité. Même si sur le long terme, on s'y retrouve souvent. Donc voilà, amoureux du non-coté, immobilier, je fais attention. Je fais attention parce qu'on est dans un contexte politique aujourd'hui où les politiques n'aiment pas l'immobilier. Ça Ouais. changera peut-être un jour. Ce qui fait qu'en tant qu'investisseur, je m'en méfie énormément. D'accord, ouais. Mais ça peut tourner, ça Ouais. peut évoluer. Oui, mais j'imagine que quand on a des produits qui sont ou en lien avec la fiscalité ou en lien avec l'immobilier, on regarde ça de près quand même Bien chez entendu. Interinvest. Ouais. Ouais. Et puis la fiscalité, chacun a ses opinions politiques, mais je pense clairement qu'on ne va pas dans la bonne direction dans notre pays et qu'il faut préserver les entrepreneurs, ceux qui créent de la valeur, et pas leur taper dessus à longueur de journée. Merci beaucoup Benoît Petit de nous avoir accompagnés donc, dans cette édition spéciale Patrimonia de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes PDG du groupe Interinvest. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change. Et pour cette première partie de Smart Patrimoine, édition spéciale Patrimonia, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Christophe Boutor. Bonjour Christophe Boutor. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Patrimoine ici à Patrimonia. Vous êtes le président de Télamon. Alors on va raconter l'histoire de Télamon sur les 2 dernières années, au moment où vous êtes ouvert aux particuliers, mais Télamon ça existe depuis longtemps avec une forte expertise en accompagnement d'investissement, mais plutôt à destination d'investisseurs institutionnels, Christophe Boutor. Alors tout à fait, on est un groupe qui a une trentaine d'années, on est un gros promoteur en logistique, parc d'activité résidentielle. On est un des leaders du marché sur la logistique et on s'est ouvert effectivement à l'asset management il y a une dizaine d'années, beaucoup pour le compte de grands institutionnels et effectivement on a ouvert la gestion collective il y a à peu près 2 ans avec la société civile Nao Logistique qui est dans la thématique logistique comme son nom l'indique. Pourquoi aller vers le marché des épargnants, des particuliers, du conseil en gestion de patrimoine, Christophe Boutor? Parce qu'on a une expertise métier dans le groupe, à la fois de développeurs, d'asset managers. On l'a éprouvé, mise au service de grands institutionnels et on s'est tout simplement dit pourquoi on ne mettrait pas ça au service du grand public, qui plus est sur certaines classes d'actifs qui étaient encore assez confidentielles à l'époque et qui ont des fondamentaux relativement forts. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez chez Télamon? Dans quoi est-ce qu'on peut investir si demain, en tant que CGP, on propose des produits Télamon à ses clients? Alors, comme je le disais, on a lancé la SC Nao Logistique qui est référencée chez Swiss Life et chez Celentia. C'est un D'accord. produit de capitalisation. C'est une SCI spécialisée logistique. Hein. Exactement. D'accord. Logistique, un peu activité. Elle a un objectif de TRI de 6,5. On a D'accord. fait 10 l'année dernière. On pense qu'on fera quelque chose de performant cette année. D'accord. Et donc ça, c'est ouvert à la souscription via les assureurs vie, Celentia et Swiss Life. D'accord. Et c'est en période de collecte à l'heure actuelle. Ah, tout à fait.
Quelle conviction sur ce marché de la logistique? Ça fait longtemps qu'on en parle depuis la crise Covid. Effectivement, on sent que la logistique avec les achats en ligne de plus en plus conséquents, c'est un marché porteur toujours selon vous chez Telamon? C'est un marché très porteur, c'est une des premières classes d'actifs recherchées par les institutionnels. Les anglo-saxons, on parle de bed and sheds. Oui. Et pour des raisons qui sont assez simples à comprendre, avec le développement du e-commerce, le e-commerce prend beaucoup de place en surface logistique. Pour traiter la même quantité de marchandises, vous avez besoin de 3 fois plus de mètres carrés en espace logistique, tout simplement parce que vous réservez des grands espaces dans vos bâtiments pour constituer les colis uniques. Bien sûr, bien Donc, sûr. plus le e-commerce monte, plus les besoins en mètres carrés logistiques sont importants. Et les besoins en mètres carrés en logistique sont encore importants à l'heure actuelle, ils continuent à progresser? On a un taux de pénétration en France de 14% du D'accord, e-commerce. Ils sont ouais. à 19% en Allemagne, D'accord. à 25% au UK. On pense que ça va progresser en France, on va aller à 20% dans les 5 ans. Donc oui, les besoins sont encore très importants. Il y a encore des marges de progression, si je comprends bien, sur le marché français. D'ailleurs, vous êtes investi qu'en France chez Telamon? On est investi en France sur la D'accord. SCNAO logistique. D'accord. Donc ça, c'est le premier produit proposé par Telamon, donc une SCI dédiée à la logistique. Mais vous êtes présent aussi sur d'autres typologies de produits. Tout à fait. On a lancé en mai dernier la SCPI Telamon Borea, qui est une D'accord. SCPI diversifiée, diversification géographique. Donc on va être en France, mais aussi en Espagne, au UK, aux Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Italie. D'accord. Ah Et oui, une vraie diversification. Oui. D'accord. Et diversification produits. On va faire un peu de logistique d'activité, mais on ne s'interdira pas de faire du bureau, un peu de commerce, un peu d'hôtellerie. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche très diversifiée et produits et géographie pour avoir un produit où on va chercher les meilleures opportunités en rendement et avoir un produit le plus résilient possible. Quand on a un produit immobilier aussi diversifié, que ce soit en termes de typologie d'activité, que ce soit en termes de zone géographique, quelle conviction on a sur ce marché de l'immobilier au global qui a été un petit peu chahuté ces dernières années et qui se reprend bien sûr à l'heure actuelle, mais quelle conviction vous avez chez Telamon sur le sujet? Alors, on est sur un marché de l'investissement qui a beaucoup baissé ces 3 dernières années. On a un petit rebond en France, on est à plus 10% sur le premier semestre. Bien sûr. Donc on voit bien qu'on est un marché qui s'est stabilisé, on a des bons rendements, on arrive à trouver selon les géographies et les produits, les classes d'actifs, des actifs de qualité avec des bons rendements. C'est un bon marché pour investir. Les investisseurs commencent à revenir. On a un bon spread par rapport au taux de financement. Donc Oui. pour nous, c'est un marché qui est très sain. C'est une fenêtre d'opportunité à l'heure C'est actuelle? une bonne fenêtre d'opportunité. Et le fait de pouvoir choisir sur plusieurs géographies et plusieurs classes d'actifs, nous, on revoit à peu près 20 à 30 opportunités par semaine. D'accord. Donc on a un vrai choix et des D'accord. vrais arbitrages et de qualité des actifs et de rendement. Alors vous répondez à la question que je voulais vous poser et que je vous pose quand même, c'est que comment on fait pour trouver des opportunités quand beaucoup d'acteurs font le constat qu'il y a un moment particulier aujourd'hui et qu'il faut aller saisir les opportunités? S'il y en a pour tout le monde? Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Il y a un certain nombre d'acteurs, mais finalement en France, il y a 4-5 acteurs qui font l'essentiel de l'investissement en Europe. Il faut savoir que dans certains grands pays, les institutionnels ne sont toujours pas revenus. On a un vrai équilibre acheteur-vendeur. On n'a pas de pression à la hausse sur les prix. Donc après, il faut être sélectif et chaque société de gestion est sélective sur les produits, sur ses choix, sur les prix, sur ses stratégies. Mais on est sur un marché qui est très sain avec de bonnes rentabilités et avec une vraie profondeur. Les stratégies sont les mêmes en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas? Les stratégies et les logiques d'investissement sont les mêmes. L'objectif, c'est toujours de trouver. Nous, on vient de l'immobilier, on est un opérateur. Donc, c'est d'abord l'emplacement, la qualité de l'actif, la qualité du locataire, la longueur C'est dans ce sens-là, d'ailleurs, c'est d'abord l'emplacement, qualité d'actif, qualité locataire. D'accord. La qualité du locataire, la longueur du bail, parce Ouais. que c'est important dans une SCP qui est un produit de rendement. Et donc, on mixe tous ces facteurs d'analyse, la profondeur de marché aussi d'un actif, pour savoir si le locataire s'en va, est-ce qu'on peut le relouer. Il ne suffit pas de raisonner qu'à l'aune de la longueur du bail. Et donc, oui, il y a vraiment de quoi faire. Il y a des produits, nous on regarde des choses, je vous dis, en Espagne, au UK, on trouve vraiment pas mal de choses intéressantes à des prix qui nous semblent très corrects. On a entendu que le bureau c'était fini, d'autres nous disent que le résidentiel c'est compliqué, certains nous disent que c'est le commerce de proximité qui souffle le plus. Quelles sont vos convictions, vous, sur l'immobilier qui fonctionne aujourd'hui? Alors je comprends que vous avez une approche par opportunité, bien sûr, dans ce moment de marché, mais derrière, est-ce qu'il y a des secteurs quand même qui fonctionnent mieux que d'autres, ou est-ce que c'est pas du tout la logique quand on va investir en 2025? Il y a des secteurs qui ont des propres dynamiques, il y a des pays qui sont plus dynamiques que d'autres. Par exemple, l'Espagne est beaucoup plus dynamique d'un point de vue macro que la France. Néanmoins, les rendements sont meilleurs, les loyers progressent plus vite. Oui. Et après, classe d'actifs par classe d'actifs,
vous n'allez pas regarder de la même façon un hôtel ou un commerce ou une plateforme logistique. Il faut rentrer dans la logique de marché de l'actif pour une plateforme de logistique. Est-ce qu'on est sur un bon hub logistique? Est-ce qu'il y a de la profondeur de marché? Quel est le type de locataire? Et c'est la même chose sur chacune des classes d'actifs. Donc il faut être capable d'avoir cette analyse de spécialistes, segment par segment, pays par pays. D'accord, et de rester ouvert finalement à toutes les classes actives, tous les secteurs. D'accord. Bien sûr, moi j'ai regardé des... C'est qu'une question de prix d'achat, si je comprends bien, et de locataires. Et de qualité d'actifs. Oui, et puis aussi, volontairement, on va rester sur des actifs avec une certaine granularité. Je pense qu'un des gros sujets du bureau, c'est pas que le bureau, c'est le bureau sur des très très gros actifs, dans des endroits compliqués, et là vous empilez les difficultés. D'accord. Un mot sur la logistique, on en a parlé tout à l'heure, on a parlé effectivement de cette évolution de la demande. En termes de locataires, justement, on arrive à trouver des locataires aujourd'hui sur les... Bien sûr, il y a eu les plus grosses transactions en France sur le premier semestre. C'est que des grands e-commerçants qui prennent à chaque fois des surfaces de plus de 100 000 m² à chaque fois. Donc oui, il y a beaucoup de... Il y a une grosse dynamique locative encore sur le marché. Christophe Boutor, on a parlé de votre SCI, on a parlé de votre SCPI. Ça ne s'arrête pas là, vous proposez également un FPCI, racontez-nous. Alors on vient de lancer le FPCI Telamon Value Add 1, on a été très créatif sur le nom, mais au moins c'est explicite. L'idée, encore une fois, c'est de dire on est dans un bon moment de marché où toutes les courbes de prix se repentifient comme il faut et il y a des vraies opérations Value Add qui commencent à émerger avec des bons points d'entrée, que ce soit sur des sujets d'activité logistique ou des sujets Paris intramuros sur des immeubles mixtes dans des opérations de marchands classiques. Et donc, nous, on a déjà sécurisé 2 opérations et on vient effectivement de lancer ce FPCI. L'objectif, c'est d'investir sur des opérations de marchands, FPCI qui respectent évidemment les critères du 150 heures BTR du réemploi, l'enveloppe fiscale à 5 ans avec les 17,2, etc., etc. Donc ticket d'entrée plus conséquent si on est sur un FPCI. C'est investissement professionnel, donc ticket d'entrée minimum 100 000 €. D'accord, ok. Et pourquoi aller sur ce type de produit? C'était une demande des CGP avec lesquels vous échangez? Alors nous, on part, c'est prétentieux ce que je vais dire, mais nous on part de nos convictions et de ce qu'on voit. De professionnels de l'immobilier, enfin du secteur. Oui. Et moi, ça fait 5 ans que je m'intéresse aux opérations Value Add. Les prix de marché n'étaient pas là, il n'y avait pas la place pour créer le TRI. Il faut avoir un TRI qui vise 10-12%. Bien sûr. Donc il faut vraiment trouver des opérations sur lesquelles il y a de la performance à faire. Et là, on commence à avoir des vraies opérations qui fonctionnent. On est ici à Patrimonia, édition septembre 2025. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux professionnels de la gestion de patrimoine à la lueur de ces 2 ans que vous avez sur ce marché effectivement des épargnants particuliers? C'est un marché qui s'améliore en lisibilité, qui après avoir été beaucoup secoué avec beaucoup de problématiques sur des gros véhicules historiques, retrouve une dynamique. L'immobilier est un sous-jacent qui reste important dans les allocations d'actifs des clients. Et aujourd'hui, c'est un bon moment pour re-rentrer sur le marché en étant prudent, en étant sélectif. Mais franchement, sur toutes les stratégies, il y a vraiment des choses à faire en immobilier. Et il y a des niveaux de rendement, on arrive à trouver des niveaux de performance qui sont très satisfaisants, qu'on n'a pas connus depuis de nombreuses années. Merci beaucoup Christophe Boutor de nous avoir accompagnés ici sur le plateau de Smart Patrimoine, donc à l'occasion de Patrimonia. Je rappelle que vous êtes le président de Telamon. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve dans un instant.